là, de partager ce moment avec nous. J'espère en tous les cas que je vais pouvoir. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à échanger sur ce sujet et j'espère vous donner les petites étincelles qu'il faut pour continuer, pour avancer, pour rien lâcher, voilà, et pour déculpabiliser, voilà, pour être bien dans son écriture. Merci à Marjolaine et Stéphane de me permettre d'échanger avec vous aussi. Je trouve la démarche géniale. Voilà, j'adore en fait. Donc je suis à 300% et avec eux et avec vous. Et je vais faire avec ma petite, mais toute petite expérience et retour sur ce que je vis en tant qu'auteur, d'essayer de partager avec vous nos doutes et nos joies d'écriture. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous dans cette interview live. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Moi, je suis convaincue que ça va être très inspirant pour tout le monde parce que toutes les personnes qui sont là, a priori, sont venues là parce que je pense qu'elles aiment lire vos livres. Je pense que parce qu'elles ont apprécié votre dernier ouvrage. Et puis, il y a aussi pas mal de gens qui sont là aujourd'hui parce qu'ils ont envie d'écrire, parce qu'ils aimeraient bien devenir écrivains, parce qu'ils aimeraient bien écrire leur propre livre. Donc, c'est le but de cette interview. Alors, une petite précision pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Vos micros sont désactivés pour le moment et ils le seront pendant toute la durée de l'interview, tout simplement pour éviter les bruits de fond intempestifs. À la fin de l'interview, si vous souhaitez poser des questions, je vous indiquerai à quel moment vous pourrez poser votre question dans la conversation écrite. Je vous expliquerai tout ça à ce moment-là et nous réactiverons le micro de chacun en fonction des questions que vous voulez poser. Donc, bienvenue à tous. Et puis, avant de commencer cette interview, je vais vous expliquer très, très rapidement pourquoi on fait ces interviews, puisqu'on fait des interviews régulières d'écrivains publiés, d'écrivains et d'écrivaines publiés. Mon compagnon Stéphane et moi avons créé la Guilde des écrivains. Donc, c'est un accompagnement qui associe des cours en ligne pour écrire son livre de fiction ou de non-fiction, qui associe du coaching et une communauté d'entraide entre auteurs. Et le but de ces interviews, c'est justement de vous inspirer, de vous encourager, de vous donner envie d'oser écrire votre propre livre, d'oser vous lancer. Le but, c'est de vous montrer qu'un écrivain publié, on va dire reconnu, c'est pas forcément quelqu'un qui se lève à 6 heures du matin tous les jours, qui écrit pendant 12 heures non-stop, qui est inspiré par une muse divine et qui tape sur une machine à écrire avec un chat sur les genoux. Ça peut être ça, mais ça peut... Oui, Sophie? Oh, pardon. Non, je vous ai dit Roger le chat au moins. Ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup d'autres choses aussi. Et le but, c'est de vous permettre de déconstruire ces images, de vous rendre compte que c'est plus accessible que ce que vous pensez. Ça demande du travail. Écrire un livre, ça ne se fait pas en un jour, mais c'est possible. Et le but, c'est de vous inspirer, tout simplement. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est laisser la parole à Sophie. Sophie, est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas ou ceux qui ne vous connaissent pas beaucoup? Ok, bonjour à tous et à ceux qui sont arrivés depuis. Je m'appelle Sophie Machaut. Donc, j'écris. Voilà, j'écris depuis. Alors, j'ai moult activités, mais qui tournent tout autour d'un même thème, en fait, qui est l'humain. Depuis toujours, je suis passionnée par l'humain. Donc, la communication, le développement personnel, l'épanouissement, le bonheur, le sens du bonheur, que ce soit d'un point de vue philosophique, d'un point de vue psychologique et puis d'un point de vue de vie simplement personnel. Et toutes mes activités, donc depuis toujours, tournent autour de ça. Et depuis quelques années maintenant, à peu près une dizaine d'années, je travaille en tant que coach, en tant que formatrice en développement personnel, et puis conférencière et auteure de romans, enfin d'ouvrages de développement personnel, et depuis 1 an, 2 ans, de romans de développement personnel. Donc j'arrive tout doucement, mais ça on aura l'occasion d'en parler, j'arrive tout doucement finalement à un de mes objectifs de vie depuis toute petite, parce que j'écris depuis très très longtemps, et qui est d'écrire des romans
des romans. Alors après, de développement personnel ou des romans tout court, je continuerai mon chemin. Et puis voilà, et j'avance selon, parce que je crois que ce qui me guide dans la vie, c'est de transmettre des choses qui me font du bien, que j'éprouve, que ce soit d'ailleurs en écriture, dans les livres, dans les ouvrages de développement personnel ou dans les romans. Je crois vraiment à la puissance de la transmission et j'adore ça. Et j'apprends beaucoup des autres en fait, et je transmets ce qu'on m'apprend. Et je trouve que pour ça, les mots et l'écriture, c'est formidable. Voilà. C'est une très Alors bonne... oui, alors si Oui. quand même, parce que vous me verrez peut-être m'agiter sur mon siège, c'est que depuis peu, parce que je pourrais dérouler tout mon CV, mais depuis peu, je suis revenue dans la région, dans ma région, donc en Bourgogne, et nous avons ouvert une maison d'hôtes. Donc en fait, les 2 heures qu'on va partager sont entre ceux qui sont partis et ceux qui vont venir. Donc, je suis un peu en mode tout le monde sort de cette pièce, hein, laissez-nous tranquilles pendant 2 heures. Et voilà, aujourd'hui, ce qui m'inspire beaucoup aussi, c'est le fait d'être l'accueil des voyageurs qui m'inspire beaucoup et voilà, sur lequel je peux aussi partager des moments forts et l'écriture. Donc les deux en même temps. C'est très très chouette. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez faire ça, c'est que on en attend des nouveaux, mais mon mari gère très bien la chose, donc normalement ça devrait bien se passer. Merci beaucoup pour cette présentation, Sophie. Moi, je vais vous présenter le dernier ouvrage de Sophie. Donc, le voici. Il faut savoir perdre de vue le rivage. Pardon, excusez-moi. Donc, ce livre, c'est l'histoire de Rose Baron, une quarantenaire experte en psychologie positive. Elle vient de publier un ouvrage numéro 1 des ventes intitulé « Une vie heureuse, les 10 commandements ». Elle enchaîne les conférences, les dédicaces et les interviews où on la présente comme l'experte du bonheur, Madame Bonheur. Le problème, c'est qu'elle a perdu son frère l'année passée. Le problème, c'est que son mari l'a quittée. Le problème, c'est qu'elle se noie dans le travail et frôle le burn-out. Pour résumer mon avis sur ce livre, c'est simple, j'ai ri et j'ai pleuré. Et pour un livre, en général, c'est plutôt bon signe. J'ai ri et j'ai pleuré parce qu'il raconte des épreuves sans être pesant. J'ai ri et j'ai pleuré parce qu'il y a du rire dans les larmes et des larmes dans le rire. J'ai ri et j'ai pleuré parce qu'il est drôle, léger, profond, vrai et touchant. J'ai ri et j'ai pleuré parce que j'ai compris que ce que l'auteur racontait là, c'est ce qu'elle avait elle-même traversé. J'ai aimé suivre l'héroïne dans ses épreuves, dans son incompréhension, dans son déni, dans son ras-le-bol, dans ses fous rires, dans ses prises de conscience et dans sa jolie reconstruction. J'ai aimé m'approprier les messages de l'auteur, jamais imposés, simplement proposés, et montrer pour ce qu'ils sont dans la vraie vie. Être heureux, ce n'est pas un miracle, c'est un chemin. Bref, je l'ai dévoré en 2 nuits et je l'ai adoré. Donc, je vous propose, Sophie, qu'on commence l'interview. Donc, j'ai une première question à vous poser que j'aime beaucoup poser. Comment est-ce que vous avez vécu l'écriture de votre livre ? Mon Dieu, vous avez 3 mois devant vous pour que je vous explique. Parce que j'ai 3 ans quand même. Hein. J'ai vécu comme une nécessité. Ça, c'est déjà une chose. C'était une nécessité. C'était voilà, une absolue nécessité. Comme vous l'avez dit, on y reviendra. Ce sont pour l'heure, je ne sais écrire que sur ce que je vis et ressens et transmets. Donc, c'est une autofiction, c'est vrai. À 80%, il y a quand même 20% de non-fiction, enfin de fiction pure en fait. Donc pour ceux qui le liront, je vous laisse deviner ce qui est de l'ordre de la fiction ou pas. On peut être étonné des fois, hein, mais voilà. Et je l'ai vécu, oui, comme une nécessité et en même temps comme c'était pas facile à écrire, voilà. D'autant que je l'ai écrit en même temps que quasiment simultanément en vivant certaines choses qui devaient se retrouver dans le livre. Et ça m'a pris du temps. Je pensais pas, on parlera tout à l'heure peut-être des autres ouvrages qui ont été plus, alors en tous les cas le premier plus facile à sortir que celui-ci. J'ai sorti les rames quand même, hein, mais parce que je voulais pas me confronter parfois à certaines choses. Donc là, j'ai dû l'écrire en 3 ans. Et la première année,
c'était comme réellement un exutoire. Donc, dès que j'avais besoin, je prenais la plume et donc j'allais m'affronter à ce qui se passait, mais parce que j'en avais le besoin réellement de le sortir. À ce moment-là, j'avais besoin de ça. Et puis, on va dire que l'année et demie après, il fallait que j'aille au combat. Il fallait que j'affronte ce que j'allais. Alors, c'était pas du tout. Ça s'est fait en 2 temps, en fait, je dirais, pour être. Voilà. Le premier où il fallait que ça sorte et le deuxième où il fallait que je me confronte à ce qui était sorti et à ce que j'allais en faire, en fait. Donc, voilà. D'accord. Et avant ce roman, donc, vous aviez écrit et publié des ouvrages, alors des ouvrages pratiques sur le bonheur, des ouvrages de conseils sur le bonheur. Comment s'est passée la transition entre la non-fiction et la fiction? Est-ce que vous avez bâti votre roman comme vous avez bâti vos livres de non-fiction? Alors, oui et non, on va dire. Parce qu'en fait, les 2 premiers livres que j'ai écrits sont donc des ouvrages de développement personnel, et notamment le premier. Le deuxième, alors le premier s'appelle Cultiver votre bonheur. Et donc, j'étais, au moment où je l'ai écrit, dans une autre vie. C'est-à-dire, voilà, que j'avais bâti depuis des décennies, donc avec une vie bien construite, avec donc un du milieu du spectacle. Donc, j'avais à cœur de transmettre beaucoup de choses, beaucoup de joie. J'ai travaillé beaucoup avec les humoristes. Et puis, je me suis formée à la psychologie positive. Donc, peut-être que vous connaissez cette discipline. Et ça me passionnait. J'ai toujours été, quoi qu'il en soit, passionnée par le bonheur. Savoir comment font les gens heureux pour être heureux. Ça me passionnait. Et donc, tout naturellement, à un moment, je me suis mis comment dire, à introduire dans ma vie professionnelle ces notions psychologiques positives. Et je voulais absolument lier le spectacle de là où je venais à l'écriture, enfin non, pardon, au départ, pas à l'écriture, à la psychologie positive. Donc, j'ai fait pour le premier livre, Cultiver votre bonheur, une conférence spectacle. Voilà. Et donc, la structure de mon premier livre, finalement, a été la structure de la conférence. C'est pour ça que c'est sorti si facilement, parce que finalement, la trame dans un livre, en tous les cas de ce que je ressens, doit être assez claire. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour le premier ouvrage, c'était en 4 étapes. Ça s'appelle Cultiver votre bonheur. Donc, j'ai pris la métaphore du jardin. Alors qu'à l'époque, maintenant, je pourrais vous dire plus de choses, mais à l'époque, j'avais pas la main verte du tout. Hein, donc, c'était vraiment la métaphore que j'utilisais. Comment on fait pour être heureux dans sa vie, qu'est-ce qu'on doit semer, cultiver, etc. Et donc, les 4 grandes structures, c'était semer, arroser, récolter et croquer. Et donc, avec ces 4 grands thèmes, c'est que ce sommaire-là, je déclinais la conférence. Donc, quand il est passé en livre, finalement, j'avais plus qu'à suivre ce que je faisais sur scène. J'ai une écriture qui a un tout petit peu évolué, mais qui est quand même une écriture parlée. Alors, voilà, on entend souvent les gens qui me connaissent, quand ils me lisent, ils me disent on t'entend parler, en fait. Hein, donc, bon. Et donc, c'était facile. Et ce livre-là en particulier, c'est donc l'époque où j'étais Madame Bonheur aux yeux des gens. Donc, comme il est sorti dans un moment opportun, donc on avait une grande visibilité à l'époque, c'était en 2014, et je me suis fondue, moi, la petite goutte au milieu des Christophe André, des Florence Servan-Schreiber, voilà, des gens qui étaient plus connus et qui étaient plus installés, et finalement, ma petite voix a porté, et donc on m'interviewait beaucoup en tant que Madame Bonheur. Donc, j'avais des interviews, je faisais des radios, enfin bref. Et en fait, pile au moment où tout ça est arrivé, donc le livre sort, vous voyez, c'est un des premiers livres, donc si vous êtes à votre premier livre, vous en avez déjà sorti un, ou vous avez envie d'en sortir un, vous allez voir, on est sur un petit nuage, quoi. Donc, hop, j'étais en pleine envolée, et à ce moment-là, ma vie personnelle s'écroule. Et donc, je suis Madame Bonheur, invitée sur les plateaux en tant que Madame Bonheur, qui finalement arrive sur les plateaux, et au bout de sa vie, en fait. et tout sauf Madame Bonheur. Donc, en fait, l'idée du roman d'aujourd'hui, il est presque né là, en fait. Même si je ne savais pas que ça allait donner tout ça. Il y a un moment où, pour moi, c'était évident que ce paradoxe-là, il fallait que j'en fasse quelque chose. Parce que, pour moi, l'écriture est
est un moyen d'exprimer nos mots et comme je crois qu'on vit des choses, on est unique, mais on vit tous des choses fortes. Même si notre parcours est complètement différent, ça résonne. Et donc, voilà, j'avais à cœur de partager ces moments-là. Et donc, ces conférences-là ont fait que, alors quand je dis conférence-là, parce que j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Même pas peur. Donc toujours un ouvrage de développement personnel où là j'ai écrit pendant que je vivais ça. Alors quand je dis que ça s'est effondré, voilà, je me suis séparée. On a eu des deuils de personnes proches, très 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 proches, des maladies, ça a été des déconstructions de tout en fait. Et donc, après Cultiver votre bonheur, Même pas peur, c'est écrit dans ma plume était trempée dans ça. Et dans ces peurs, la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Enfin, tout ça était la peur de la mort, la peur de tout. Et donc, le roman, donc il faut savoir perdre de vue le rivage. Ben, maintenant, je pense que vous comprenez un petit peu mieux le titre. Voilà. Quand on a d'un seul coup tout s'écroule, qu'on perd tous tout et qu'il faut continuer à avancer quand même, d'avancer quand même, eh bien pour moi c'est devenu une évidence. Ce roman est devenu une évidence voilà, je pensais pas mettre 3 ans à l'écrire, mais en fait lui aussi a écrit donc je vivais ma reconstruction en fait. Et voilà, donc 3 ans, c'est particulier parce qu'au bout d'un an et demi d'écriture, j'allais un peu mieux quand même. J'étais bien dans ma vie parce que voilà, j'ai eu mon cadeau caché. Dans le livre, je parle du cadeau caché dans les épreuves, mon grand cadeau caché. Et mon éditrice m'a dit à un moment, Sophie, tu es trop heureuse dans ta vie pour que ton personnage soit crédible. Je dis, ouais, mais bon, que j'ai traversé, peut-être que j'ai le droit quand même d'aller un peu mieux. Et puis, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai dû aller me reconfronter à ma propre douleur pour que le personnage soit là, quoi, et puis exprime ce qu'il a exprimé. Donc, voilà. Une autre question, alors comme vous l'avez dit, votre livre est un petit peu particulier puisque c'est une autofiction et je sais qu'il y a un certain nombre de personnes présentes ici qui souhaiteraient écrire le même genre de livre, qui souhaiteraient raconter une histoire inspirée de leur vécu. Comment avez-vous travaillé et élaboré votre livre pour pouvoir transformer la réalité en roman ? Quel a été votre processus créatif pour ce livre ? Alors, déjà, tout simple, si je reprends ce que je viens de vous dire, j'étais Madame Bonheur, réellement, dans la vraie vie, Madame Bonheur aux yeux de tout le monde. J'avais même des gens des personnes, d'ailleurs, que j'appréciais énormément, mais qui, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait toute cette part-là aussi de ce qu'on voit et de ce qu'on vit dans son quotidien, qui me disaient, de toute façon, je ne te demande pas comment tu vas, j'ai Facebook. Donc, en fait, vraiment, il y avait un espèce de grand fossé entre ce que je vivais, ce que je représentais pour les autres, et puis en même temps, cet optimisme que j'avais en moi, cette foi sur le fait que j'allais de toute façon réussir à m'en sortir. Je ne savais pas trop comment avec tout ça, et donc, quand j'ai, comment dire, quand j'ai écrit ce livre, alors attendez, parce que j'ai fait une petite parenthèse, que je revienne à ce que vous veniez juste de me dire, sinon je vais partir un peu trop loin dans mon idée. C'était par rapport à… Comment vous avez travaillé votre livre pour transformer la réalité en fiction ? Ah oui, merci. Je fais des parenthèses tout le temps, je vous l'avais dit. Donc en fait, comme j'étais Madame Bonheur et que j'étais un peu celle, comme je faisais des conférences, j'étais un peu celle qui injonctait, mine de rien. Quand on fait ça, on injoncte aux gens d'être heureux. Et je faisais des conférences où j'arrivais dans des colloques où je disais, pour être heureux, 4 étapes, première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, en fait, mon livre, le roman là que j'ai écrit, la structure, je l'ai trouvée très vite. Parce que pour moi, c'était des commandements. Voilà. Donc, ma structure d'entrée de jeu, c'était ces fameux 10 commandements du bonheur. Et j'avais besoin, donc elle m'a servi de fil conducteur. Donc, toute la structure du livre est faite sur premier commandement, deuxième commandement. Donc, voilà, je me suis peut-être aussi facilité un peu la vie. Mais en tous les cas, de toute façon, ça collait à ce que je voulais profondément transmettre. C'est-à-dire, j'avais besoin de déconstruire le développement personnel. J'avais besoin de dire aux gens,
que non, même si on avait les outils, même si on avait la sagesse, même si, eh bien, c'est difficile d'être heureux, bien sûr, c'est pas parce qu'on est expert de quelque chose que finalement on a les clés pour, enfin, qu'on est à l'abri des tempêtes existentielles, des deuils, des maladies, des licenciements. Non, mais évidemment que tout le monde, y compris les soi-disant experts en développement personnel, sont confrontés à ça. Et comme j'avais eu un très fort retour dans une conférence que j'avais faite où les personnes étaient venues me voir en me disant merci de nous déculpabiliser, merci, merci, eh bien, ça a renforcé, ça m'a donné de la force pour pouvoir me dire mais ce livre est nécessaire. Et pour moi et pour les autres. C'est-à-dire pour dire il faut déconstruire ces 10 commandements et pourquoi au final, alors je ne travaille pas à la fin, attention, hein, les reconstruire. C'est-à-dire, ce sont des sagesses ancestrales. Donc, tant qu'on ne les injoncte pas, alors j'invente des mots des fois, eh bien, ils vont nous faire du bien. À partir du moment où ça devient des commandements, où ça devient des choses qui sont imposées, alors ça peut... Voilà. Donc, tout le roman était sur ça. Et à partir de là, après, le pitch était vite fait. C'était une experte en bonheur qui était épouvantablement malheureuse. Donc, mon pitch qu'on doit trouver pour savoir si on tient un truc qui est voilà, facilement assimilable et puis qui peut résonner très, très vite. Je crois que, je ne sais pas ce que vous en pensez tous et Marjolaine, mais je crois que quand on peut résumer l'essence, l'huile essentielle d'un livre en quelques mots, en tout cas au théâtre, dans le milieu dans lequel j'ai travaillé, une pièce de théâtre, enfin un pitch, il fallait que ça soit là. Mais moi, j'avais une experte en bonheur, épouvantablement malheureuse, et j'avais tout mon bouquin qui était là. Après, j'avais plus qu'à, comment dire, au milieu de ces commandements, y mettre mon cœur, mes larmes, mes rires, et puis celle des gens que j'ai croisés dans ma vie aussi. C'est de l'autobiographie qui est aussi, moi je m'inspire beaucoup des gens que je rencontre, que je croise. Voilà, les vies sont formidables, donc et donc à partir de là, la structure était là. C'était le plus fort, voilà, l'arête centrale en tous les cas. Après, ça ne veut pas dire que on sait malgré tout la fin, où on va, comment, mais ça me donnait le cap. D'accord. Si je peux pas arriver aux 10 commandements, je ne peux pas arrêter le livre, quoi, en gros. Je ne sais pas si je dévoilerai les coulisses, mais arrivé au 8e, je me suis dit, mince alors, ce serait bien d'arrêter là maintenant. Et il en restait 2 quand même. Donc, après, rebondir sur ces idées. Je me suis dit, est-ce que je peux faire les 8 commandements? Bon, ça sonnait moins bien. Donc, voilà. Et comment avez-vous travaillé vos personnages? Alors, je sais qu'ils sont très, 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 très largement inspirés de vous, de votre entourage. Oui, je vous donne les portables de mes amis. Ça peut aider. Mais comment travailler par rapport justement à la réalité pour trouver ce juste équilibre entre la réalité et la fiction, et comment vous sont venus tous les éléments qui ne sont pas réels dans le livre? Est-ce que c'est venu à l'intuition? Est-ce que c'est venu d'un coup? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé? Ou alors est-ce que, je ne sais pas, vous avez posé toutes les idées que vous pouviez avoir sur le papier et puis après vous avez fait le tri? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai une écriture très intuitive, en fait. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je travaille, mes doigts se posent. Alors, je mets un temps certain, je ne sais pas si on y reviendra, mais comment je me mets en écriture, il me faut un diesel. Oh là là, il me faut du temps pour que ça parte. Et puis Par contre, une fois que j'y suis, je tape les mots, et je ne contrôle presque plus rien. Donc, parfois apparaissent des personnages, je ne savais même pas qu'ils allaient apparaître. Donc, si vous êtes à côté de moi au moment où je suis en train d'écrire, vous pouvez m'entendre dire « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Voilà, en fait, je parle à mon ordinateur de le dire « Mais qu'est-ce que ce personnage fiche ici? Je ne lui ai pas demandé d'être ici, je ne le connais pas encore. » Donc ça, c'est tout le côté spontanéité qui peut venir quand je suis débridée. C'est-à-dire quand j'ai lâché mes freins et que ça vient et que je me dis pas, oh là là, je me suis mis un cap, j'ai fait petit A, petit B, petit C. Non, non. Voilà. Après, les gens m'inspirent. J'aime les gens.
dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui voilà, m'ont inspirée, donc, que ce soit mes amis, que ce soit mes proches, que ce soit énormément de personnes que j'ai croisées, par exemple, durant toutes ces années professionnelles. Et c'est vrai, mes amis voilà, m'inspirent énormément parce que je les trouve drôles, je les trouve fictionnels parfois, les gens. Mais même ceux qui ne sont pas mes amis, ceux que je rencontre, je me dis, mais on a des vies de dingue. Vous savez, si vous voulez écrire sur votre vie, je crois que parfois, peut-être ressentez-vous ce moment où vous vous dites, mais je ne vais pas mettre ça, on ne va jamais me croire. On va me dire que c'est trop, quoi, que ça ne se fait pas de mettre. En fait, parfois, la réalité, pour moi, je trouve, dépasse largement la fiction. Donc, après, c'est 20%, enfin, on va dire 20 ou 30% fictionnel dans le roman. C'est aussi une protection. C'est-à-dire, je ne suis pas en train d'écrire mon autobiographie. Les personnages qui sont dans mes livres ne sont pas exactement mes amis c'est un doux mélange de ce que j'aime chez eux. Donc, en fait, dans un personnage, il peut y avoir 4 personnes. Et donc, je peux emprunter à droite, à gauche des choses. Et quand je dis emprunter, on est des voleurs quand on écrit un peu. Hein. Alors, je demande toujours la permission. Des fois, je me dis, oh là là, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que je vous avais raconté, Marjolaine, par exemple, on est à un moment où on avait le droit de le faire. Hein, on est entre amis, on est à la montagne. Et puis, j'ai une copine qui parle à une autre amie et qui lui dit oh là là, Juliette, plume, pas enclume, plume. Je la regarde, je dis c'est quoi cette expression, plume? Spontanément, j'ai su que ça allait être un chapitre. Mais j'étais à un an d'écrire ce chapitre-là, par contre. Je n'étais pas en plein moment d'écriture. C'est que je me suis dit, ça, il faut que j'en fasse quelque chose. C'est trop drôle. Elle m'a expliqué que c'était son prof de yoga qui disait ça pour que les gens soient moins stressés, qu'il fallait une plume et pas une enclume. Et je trouvais ça formidable. Et hop, on chope quelque chose. Et à ce moment-là, ça devient... Je le garde. Alors, je note. Hein. Moi, je note parce que j'ai le cerveau d'une huître parfois. Donc, en fait, aucun disque dur qui retient et j'ai quand même appris à essayer de noter. Je m'en veux toujours quand je ne le fais pas. Alors, sur n'importe quoi, hein, tout ce qui me tombe sous la main, j'essaie d'être organisée, mais je n'y arrive pas. Donc, en fait, la seule chose qui est viable, c'est mes petits post-it. Je travaille en post-it aussi, avec des mots-clés que je déplace, voilà. Mais donc, je trouve que la vie est extrêmement inspirante. Voilà, il se passe tellement de choses. Après, je n'ai pas forcément envie tout le temps d'écrire. Voilà, on en a échangé, par exemple, de la période qui se passe là. Et pour moi, à la fois, je vois du monde quand même, et c'est douloureux, quoi, parce que quand on passe de plein de gens, enfin, de sources d'inspiration, d'un seul coup, je trouve que, pouf, on se réduit un peu. Donc, je ne fais pas partie des auteurs prolixes qui ont ce côté et voilà, on a tout le temps écrit pendant cette période là où on a été confinés. J'étais plutôt hébétée comme ça, un peu sidérée de me dire mon Dieu, qu'est-ce. Donc je me suis culpabilisée au début. Je me suis dit mais mince, tous les auteurs doivent être en train d'écrire comme des fous, taper et moi je suis là sidérée par ce qui se passe en attendant je sais pas quoi et le temps passe et je me dis mince. Donc j'aurais bien voulu profiter de cette période, mais c'est pas tout à fait vrai en fait. Donc, enfin pour moi en tous les cas. Oui, mais je pense qu'il y a plein de choses qui se sont emmagasinées, plein de souvenirs, plein de choses que vous avez saisies et qui finiront par ressortir à un moment ou à un autre, je crois. Mais ça, c'est un conseil, c'est un très très bon conseil. La réalité est très riche et c'est un conseil que nous donnons très souvent dans tous nos accompagnements. Ceux qui font partie de la Guilde des écrivains le savent. La réalité est très riche et un des meilleurs apprentissages pour pouvoir devenir un écrivain, pour pouvoir retranscrire après la réalité, même dans des univers imaginés, inventés, c'est d'observer justement la réalité.
Vous savez, ce sont comme les dessinateurs qui ont… Alors, bien sûr, ils vont avoir leur projet de bande dessinée, leur projet d'illustration, etc., d'exposition, mais quasiment quotidiennement, ils ont toujours avec eux leur carnet de dessin, leur carnet à croquis. Ils ont toujours un crayon de papier ou leur petit outil de travail dans le sac. Et partout où ils vont, ils dessinent, ils dessinent, ils dessinent, ils croquent la réalité. Ça va être une scène dans la rue, deux personnes dans le train, ça va être, bon, c'est un petit peu compliqué ces temps-ci, mais une scène à la terrasse d'un café, mais ils saisissent la réalité pour essayer de s'en souvenir, pour essayer de l'appréhender. Et ce que vous pouvez faire, vous, pour vous améliorer en tant qu'écrivain, tous, c'est de faire pareil, c'est d'avoir un carnet d'écrivain et un stylo en permanence sur vous, où que vous alliez, et de noter tout ce que vous observez, d'apprendre à être attentif à ce qui vous entoure, aux conversations, aux manières de s'exprimer des gens, à la manière dont les gens, dont vous voyez les gens exprimer des émotions, à la manière dont vous ressentez vous-même vos propres émotions, comment ça se manifeste, à des ambiances, des atmosphères, des paysages, enfin tout ce que vous pouvez saisir. Et pareil, quand vous tombez sur une anecdote qui vous amuse, sur une scène que vous trouvez intéressante, dont vous voulez vous rappeler, vous la notez très rapidement, même avec des mots imparfaits, même avec des mots-clés. L'essentiel, c'est que vous vous en souveniez. Peut-être que vous ne réutiliserez jamais ce que vous notez dans votre carnet. En tout cas, il y a certaines choses, ça restera peut-être dans le carnet, mais ça va nourrir votre créativité. Ça, c'est une certitude. Si vous regardez si un jour lisez mes ouvrages, dans les trois, il y a des passages de mes ouvrages où je suis en train d'écrire. Donc, j'adorais avant. Donc, j'avais vécu 30 ans à Paris et mon bonheur, en fait, ma façon d'écrire, c'était, je ne pouvais pas écrire chez moi. J'écrivais dans les bistrots. Voilà. Alors, le matin, même, des fois l'apéro le soir, c'était plutôt agréable aussi. Mais c'est vrai que j'adorais aller écrire le matin ou dans les bistrots, les restaurants, les bars d'hôtel où on se pose, les jolis endroits où ils sont, style années 30, tout ça, où c'est très, très… Et j'adorais ça, j'adorais, je me posais. Et en fait, j'adorais, pourquoi ? Parce que, alors je mets ça à l'imparfait, parce que malheureusement, là, d'abord, je suis à Tataouine-les-Bains en Bourgogne, donc c'est plus compliqué de le faire à 6-7 heures du matin, il y a pas grand-chose d'ouvert. Et puis, et ensuite, j'ai quand même mes bistrots à Macron, là où je suis, bistrot gourmand, je fais un peu de pub. J'ai fait pas mal dans d'autres endroits où ils m'accueillent vraiment. Mais j'adorais ça parce que, alors j'ai fait pendant des années d'écrire, parce qu'il y a cette ambiance, il y a ces mots, il y a ces personnes autour, toute une atmosphère qui se prête pour moi, en tous les cas, l'inspiration. Et plein de fois, alors je ne sais plus combien de fois, je suis en train d'écrire et à ce moment-là, j'entends, je suis une voleuse de conversation, c'est terrible, c'est pas que je veux écouter vraiment, mais c'est que quelque chose m'attire, un mot, une attitude, un ton dans la voix, et hop, je m'accroche à la conversation. Et je peux vous dire que dans les ouvrages que j'ai écrits, il y a des passages entiers, voire des chapitres entiers qui sont nés de ça, en fait. Au moment où je suis là et où je vis quelque chose par rapport à ça. Voilà. Et j'ai besoin de le retranscrire. Après, est-ce que ça va rentrer dans un livre ou pas ? Je ne le sais pas à ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est que je veux absolument écrire sur… C'est plus fort, en fait, que moi. Et je vais écrire dessus. Je pensais à un moment… un passage aux éditeurs, où j'écrivais, donc c'est dans le 6e, je crois, dans un bistrot qui s'appelle Les Éditeurs. Et il y avait deux personnes qui étaient à côté de moi, une maman et sa fille. Et c'était tellement émouvant, ce qui se passait, c'était tellement fort en émotion que je n'ai pas pu faire autrement que d'écrire. J'étais en train d'écrire et j'ai continué ce que j'étais en train d'écrire directement parce que je vivais avec ces deux personnes. Et finalement, je l'ai laissé. Donc, ça allait très, très bien dans ce moment-là. Et je l'ai laissé. Oui, je trouve que, même si vous n'avez pas grand-chose sous la main, je sais que pour avoir fréquenté des artistes qui
ont tracé leur chemin et qui étaient plutôt reconnus. Je sais que pour nombre d'entre eux, même écrire sur un ticket de métro ou sur un ticket de caisse de Carrefour ou je ne sais pas, dès qu'ils avaient besoin d'écrire. Alors aujourd'hui, on a les portables. Alors évidemment, hein, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas écrire. C'est vraiment où on n'avait pas le téléphone pour pouvoir écrire dessus. Mais sur n'importe quoi, pourvu que ce soit noté quelque part. Et oui, on ne sait pas ce qu'on va en faire. On oublie ce qu'on a écrit. Parfois, je vous promets, hein, en relisant ce que j'ai noté, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça. Je me souviens parfois même pas de l'événement, en fait. Hein. Et je trouve ça génial. Parce que dans ce qu'on écrit, il y a toujours des choses à aller chercher, peut-être même 3 ans, 4 ans après. Donc, je ne jette jamais les cahiers sur lesquels j'ai écrit. Par contre, je crois que j'ai à peu près 54 cahiers commencés. C'est-à-dire les 4 premières pages sont commencées, puis après j'en ai envie d'un nouveau, parce que j'aime bien. Et donc je ne sais même plus où les stocker maintenant. Mais oui, ça fait partie des choses qui sont, pour moi, qui font partie du moteur de l'écriture. J'avais un blog, je me suis même retrouvée une fois sous la douche. Alors je ne sais pas vous, mais alors moi le matin, quand je me prépare, c'est une espèce de truc dans la salle de bain, je ne sais pas, c'est mon cerveau qui vient de se réveiller, je suis en train de me sécher, de me maquiller, et hop, on a des fulgurances comme ça, des espèces d'intuitions qui nous viennent. Et j'avais écrit une chronique sur ça parce que je me suis vue sortir de la douche en courant, mouillée de la tête aux pieds, en train de courir dans l'appartement que j'avais mis mais à sac avec donc l'eau, le savon et tout, parce qu'il fallait absolument que je note quelque chose. Et au lieu que ce soit juste une phrase à noter, c'est une chronique. Donc, je ne vous explique pas, je me suis gelée, mais alors, quelque chose de correct. J'ai pété mon parquet, j'étais là avec mon écriture, c'était illisible. Après, quand j'ai relu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai noté? Et ben, j'en ai quand même fait une chronique. Mais voilà, il fallait tout de suite, il fallait que ça sorte maintenant. Après, ce n'est pas tout le temps comme ça. Hein. Ouh là là, on est bien d'accord, hein, les intuitions, quand elles nous viennent, on est content. Hein, parce que sinon, les heures devant en se disant, bah là là, comment on fait déjà? C'est quoi sujet, verbe, complément? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une phrase? J'en ai un paquet aussi, hein, de fois où ça m'arrive. Donc, non, mais la douche, en général, c'est très, très inspirant pour beaucoup de monde. Je pense qu'on a tous fait cette expérience. Vous nous entendez toujours? Oui. Ah oui, oui, c'est un tout petit peu coupé, oui. Je pense qu'on a tous fait cette expérience des fulgurances sous la douche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très... voilà, ça favorise beaucoup la créativité quand même. C'est en lien avec la nuit, mais j'en suis presque persuadée. C'est-à-dire que le cerveau a travaillé. Alors moi, j'avais un copain qui m'avait dit, tu mets ton... Alors j'écris des manuscrits, des scénarios, enfin j'écris pas mal de choses. Et il me dit, tu mets ton écrit sous ta tête d'oreiller. Prenez ça comme vous voulez, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit, que ce soit le conseil à faire, mais en tous les cas, j'y crois. Je ne le fais pas tous les soirs, hein, sinon ce serait le bazar, mais je sais qu'à certains moments, oui, je m'étais dit, bon allez, je vais me le mettre sous l'oreiller et mon cerveau, peut-être qu'il va traiter des informations. Je crois que le fait de dormir favorise l'assimilation de nos idées. On travaille la nuit. Et d'ailleurs, il y a plein de choses, voilà, de trouvailles ou d'expériences qui ont été menées à leur terme parce que la personne se réveillait le matin et il y avait une fulgurance comme ça en se disant, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Donc, je crois que la nuit porte conseil. C'est clair et à mon avis, ouais. Mais dans tous les cas, je vous invite tous absolument déjà à vous procurer votre carnet d'écrivain, vraiment, parce que c'est, comme l'a dit Sophie, vous allez vraiment pouvoir déposer toute la matière première que vous récoltez au quotidien et qui pourra vous servir pour votre livre ou pour un autre livre ou pour vous inspirer d'autres choses encore. Et alors après, voilà, vous faites comme vous voulez, le mettre sous l'oreiller ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est un très bon conseil de le garder près de vous sur la table de chevet. Vous l'emportez dans votre sac, vous l'emportez dans la voiture, même quand vous allez faire les courses. On ne sait jamais, ça ne prend pas beaucoup de place, mais vous pourriez être content de l'avoir pour noter des choses importantes. Sophie, comment avez-vous relu et retravaillé votre manuscrit? C'est une question que beaucoup d'apprentis auteurs se posent. Comment est-ce que vous l'avez retravaillé, peut-être toute seule d'abord, et comment est-ce que vous l'avez éventuellement retravaillé avec votre éditeur et peut-être votre correcteur?
Oui. Alors oui, ben, j'ai eu tout en fait. Je, alors je le retravaille, je le relis tout le temps. En fait, je sais pas comment vous fonctionnez vous, mais je suis auditive, donc il ne faut pas être à côté de moi non plus quand je relis et que je travaille, parce que j'ai besoin d'entendre le texte. Mhm. Voilà. Peut-être parce que j'ai une écriture parlée. Voilà. Donc, j'ai besoin d'entendre le texte et c'est comme une mélodie. C'est-à-dire, s'il y a un instrument qui est désaccordé, un mot qui n'est pas, je vais le sentir. Donc, je passe un temps infini parfois et c'est les freins qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, je suis à la page 12 et ça fait 18 mois que je relis jusqu'à la page 12, en fait, hein, jusqu'à ce que j'ai. Bon, mais je le relis. Et en fait, ça peut être cruel, hein, parce que, et je trouve ça génial, mais la maison d'édition, donc les éditions Erol, prend vraiment soin de ses auteurs. Et donc, je sais que je vais avoir une correctrice littéraire, une correctrice orthographique, que mon éditrice va lire, que l'assistante de mon éditrice va lire. Donc c'est génial. Donc, c'est vraiment un accompagnement, se sentir accompagné comme ça, c'est chouette. Mais tout le travail qui a été fait avant, comme je travaille d'un point de vue auditif, et une fois que je me dis, ouais, c'est bien, ça sonne bien et tout, savoir que derrière, quelqu'un va te dire, ah non, mais là, ça va pas du tout. Là, il va falloir changer ça, et puis là, il faudrait aller plus loin dans ça. C'est quand même un pas à faire, en fait, que je trouve génial quand c'est fait. Donc, parfois, c'est un peu douloureux sur le moment parce que c'est toujours fait dans le respect. Je sais que ça fait partie aussi de votre travail, Marjolaine, et je trouve que c'est nécessaire parce que quand on est plongé dans son écriture, il y a des choses qu'on ne lit plus, qu'on ne voit plus. Le cerveau a assimilé trop de choses et donc, c'est là où aussi les personnes qui vous accompagnent vont mettre le doigt sur quelque chose où vous ne voulez pas aller, mais elle sait qu'il faut aller là pour que ça prenne de l'ampleur. Voilà, et je trouve que cet accompagnement est formidable. Mais c'est vrai que je sais que l'écriture, que c'est OK pour le rendre à partir du moment où, quand je le lis, tout est OK pour moi. Voilà, il n'y a pas un passage où je me dis, oh là là, c'est tant qu'il y a ça, j'arrive pas à le rendre, en fait. Il y a quelque chose qui ne me va pas. Et je crois que ce sera peut-être, même si parfois les mots qu'on va nous proposer, enfin voilà, en me disant, mais là, il faudrait peut-être, ça sonne moins bien. Je sais que parfois, ça va donner au personnage plus de vie parce que voilà, parce on peut ternir un peu à force de se relire, de retravailler, voilà, on peut perdre parfois en force sur certaines choses. Donc voilà, comment j'arrive à savoir si c'est OK ou pas. Par contre, pour arriver au OK, c'est long parce qu'on doute, hein, on doute tout le temps de ce qu'on écrit. Est-ce que c'est OK? Alors, quand je dis OK, ça veut dire est-ce que ça va toucher les gens? Et j'ai des amis éditeurs qui m'ont dit, Sophie, tu n'écris pas pour les gens, tu écris aussi pour exprimer des choses qui te tiennent à cœur. Alors certes, il y a le public qui va te lire, mais si d'abord toi, tu ne crées ton écriture qu'en fonction de ce que les autres pourraient ressentir, ça ne va pas fonctionner. Et ça, c'est unanime. Tous ceux qui sont dans mon entourage et qui éditent des livres me l'ont dit. Tu dois écrire pour toi, et ça va résonner pour les autres. Si tu écris pour les autres, il va te manquer quelque part. Même si on n'écrit pas une autofiction, hein, même dans la fiction, il faut qu'il y ait notre ADN dedans, d'imaginaire, et c'est pas facile à faire, en fait. Et malheureusement, plus j'avance dans le temps, je suis désolée, je voudrais vous continuer, mais plus j'avance dans le temps, plus je trouve ça difficile d'arriver à enlever, de se dire, allez, je ne vais pas écrire pour... Parce qu'une fois qu'on a été édité, enfin publié, les lecteurs vous connaissent et attendent de vous quelque chose de précis, d'un certain humour, et le piège est là, c'est-à-dire de ne pas... Il y a quelque chose que je voulais vous dire à tous, parce que évidemment, je vous donne toute ma force pour aboutir vos rêves. Moi, c'était un rêve, hein, il y a très, 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 très longtemps, hein, donc, que je n'ai pas fait en une étape, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'écrivais. Bon, ça, il ne se passait pas grand-chose avec ça, hein, même si c'était toujours
presque, c'était presque une comédie musicale qui allait se faire, presque, voilà. Et en fait, un jour, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait Plume à connaître. Et en fait, où il fallait envoyer nos nouvelles, nos écrits, etc. J'étais jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années, 20 ans, quelque chose comme ça. Et quand j'ai eu les retours anonymes, à l'époque, il y avait des critiques à droite à gauche. Alors, il y en a qui trouvaient que c'était très chouette, hein, mais ça, en fait, dans notre tête, on n'y fait pas tellement attention quand on nous dit « Ah, c'est bien ce que tu fais ». Il suffit qu'il y ait une critique quelque part pour que d'un seul coup, on se dise « Mince ». Et vous savez quoi, ça a été mon frein, mais un frein de 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai reçu les retours, quelque chose s'est bloqué en moi, comme s'il fallait que j'écrive la chose parfaite qui plaise d'un seul coup à tout le monde, et que sinon rien. Long 15 ans de rien. Et vraiment, si je peux vous insuffler l'idée de ne jamais faire ça, de ne jamais vous arrêter, de ne jamais stopper en disant bah finalement ce que j'écris, ouais, voilà, ça ne doit pas être top, quoi. Ne faites pas ça. Alors c'est un combat, hein, parce que quand on écrit, on a envie que ça touche, on a envie de. Mais je l'ai regretté parce que 15 ans sans écrire, c'est long. Et en fait, quand j'ai réouvert le capot, voilà, et que d'un seul coup c'est sorti, bon, on m'arrêtera plus maintenant, je pense. Même si c'est quand même pas si simple que ça au quotidien, mais ne vous laissez pas toucher trop profondément par les retours qu'on peut vous faire. C'est votre histoire, c'est votre écriture, c'est votre vision des choses. Alors on peut être sensible. En fait, c'est paradoxal puisqu'il faut être aussi réceptif à la critique. Donc c'est un jeu d'équilibre entre je ne vais pas prendre tout ce qu'on me dit comme ça. Oh non, ce que tu fais, c'est nul. Pourquoi tu ne parles pas comme ça? Pourquoi tu ne dis pas? Parce qu'on est quand même tenté en tant qu'auteur, et même quand on est publié. Hein, la première, moi, je me fais engueuler par ma fille qui me dit arrête de faire lire tes trucs avant de les faire lire à ton éditrice. Arrête de trouver des gens qui vont lire pour te dire si c'est OK ou pas. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher. J'ai comme ce besoin de reconnaissance tout de suite, de dire c'est OK ce que tu fais, ça intéresse ou ça ennuie ou c'est soporifique ou pas. Et donc, de pas, c'est vraiment ce jeu d'équilibre entre j'accueille constructive parce que c'est très important de pouvoir évoluer, voire transformer beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon écriture, je l'ai même transformée de manière assez profonde à un moment sur une demande de mon éditrice. Ça a été violent au départ pour moi parce que j'écrivais différemment. Et aujourd'hui, je l'en remercie parce que j'adore. Voilà, je me suis trouvée aussi. Donc, ce jeu d'équilibre entre l'accueil et la prise de recul par rapport à ce qu'on nous dit. Et c'est pas simple, mais voilà, c'est constamment à remettre en équilibre, tout le temps. Et c'est pas facile d'être. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, c'est terrible, mais je suis notée tout le temps. C'est-à-dire dans toutes mes activités professionnelles. En tant que formatrice, on nous note tous les 2 jours. En tant que auteur, donc on a des notes sur nos livres, sur ce qu'on fait. En tant que maîtresse de maison d'hôte, on est à chaque fois que quelqu'un vient. Donc, et en fait, c'est particulier d'être évalué constamment sur ce qu'on fait. Mais si je prête trop attention à ça, eh bien, je vais peut-être plus oser faire. Alors qu'en fait, vous avez des choses à dire, on a des choses à dire, on a des choses à transmettre. Et même si le sujet sur lequel vous voulez travailler a déjà été vu 1000 fois, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est l'ADN que vous allez mettre dans la plume, dans votre plume, qui va faire toute la différence. Heureusement, le truc bateau à dire, mais pardon, mais heureusement que Brel s'est pas dit, je suis inspirée que par l'amour, mais je vais peut-être pas écrire sur l'amour, ça a déjà été fait depuis des millénaires. Heureusement qu'il ne s'est pas arrêté à ça, mon Dieu, parce que c'est jamais dit de la même chose, de la même façon, en fait. Donc, ça me tenait à cœur de vous le dire parce que je sais que parfois les démons qu'on peut avoir à l'intérieur sont forts et on se dit bon
on peut être vite découragé par l'ampleur de la tâche et par ce qu'on nous renvoie, mais il ne faut pas, surtout pas. Non, il faut surtout pas abandonner. Il n'y a pas d'échec possible en écriture. Le seul échec, entre guillemets, qu'on puisse rencontrer, c'est si on abandonne. Voilà. Il faut persévérer, ça prendra le temps que ça prendra. Ça pourrait être plus rapide chez certains, plus long chez d'autres. Ça dépend des facilités et des difficultés de chacun, et tout le monde en a des deux côtés. Mais surtout, ne jamais, jamais, jamais abandonner. Au bout d'un moment, avec du travail, avec de la pratique, avec, si nécessaire, des regards extérieurs, d'un correcteur, d'un relecteur, d'un éditeur, etc. Mais à un moment donné, vous arriverez au bout de votre ouvrage. Mais dans tous les cas, n'abandonnez pas. Voilà, s'il y a vraiment un conseil à retenir. Je dirais à Pierre-Alexandre, un petit verre de vin, un petit Bourgogne, un petit Bordeaux. J'ai vu passer avec de la bière aussi, ça passe bien. Avec un verre de vin, ça passe très bien aussi. Alors, je vois de temps en temps je vois pas tout quand vous notez, j'en vois passer. Ah, un chardonnay. Ah, voilà, moi, je veux bien ça, un chardonnay. Et du coup, je suis partie dans le chardonnay, je ne sais plus ce que je veux dire, mais ça me reviendra. Oui, ça me reviendra. Mais, moi, j'ai une nouvelle question pour vous, Sophie. Allez, une question que les auteurs se posent beaucoup pour pouvoir s'inspirer, savoir concrètement, un écrivain, ça travaille comment au quotidien? Comment est-ce que vous organisez votre travail d'auteur? Alors, je dis organiser, mais voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comment se passent vos journées d'auteur au quotidien? Comment se passent vos séances d'écriture? Quel est le processus qui vous... Vous voulez la version Facebook, c'est-à-dire celle où on se dit « Oh, alors je vais vous expliquer comment on travaille ». La version Sophie. C'est un mélange des deux, une fois de plus. C'est-à-dire que la vraie logique, et je le sais, mais est-ce que je le fais tout le temps au quotidien? Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais la vraie façon de faire, en tous les cas, qui résonne normalement pour moi, que je vous dis que je suis un diesel, donc normalement, je vais prendre une période où je le faisais vraiment tout le temps. Parce que là, je trouve que ça se transforme en moi. Et quand j'étais jeune, j'étais du soir. En fait, il faut chercher aussi ces moments où on arrive le plus à focaliser. La focalisation, c'est ces moments où vous êtes dans le flow. Le flow, F-L-O-W, c'est quoi? C'est vous n'entendez plus rien, on peut vous parler, vous n'interagissez pas, enfin, vous êtes complètement focalisé sur ce que vous faites et c'est dans ces moments-là où les idées fusent. Il ne faut surtout jamais se couper à ce moment-là. Et c'est ça le style aussi. J'écrivais beaucoup dans les bistrots. Et en fait, j'en avais un en bas de chez moi quand j'habitais dans le 14e arrondissement. Il savait, quand j'arrivais, j'avais une demi-heure comme ça où je papillonnais, le nez en l'air, et apprendre l'atmosphère, entendre le café qui se broie, etc. Et puis à un moment, je rentrais, j'appelle ça rentrer en écriture, c'est-à-dire, hop, je passais à l'étape de concentration. Donc, ce n'était pas encore la focalisation, mais je commençais à sentir en moi l'énergie de l'écriture. Ça y est, ça allait venir. Et jusqu'à l'accouchement, on dirait que j'accouche, mais jusqu'à ce moment de focalisation. J'allais toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que les personnes, les serveurs ou les serveuses savaient qu'au moment où elles me voyaient focaliser, j'avais pas besoin de café, j'avais pas besoin d'eau, j'avais besoin de rien, juste d'écrire. Et ces moments-là, ça peut prendre, chez moi, ça prend un petit peu de temps. Donc, j'ai toujours des plages horaires, et ma famille le sait, mes proches le savent, que normalement, il me faut au moins 3-4 heures, voire 5 heures, sans rien, pour pouvoir avoir 2 heures de quasi perdu parfois, où il ne se passe pas grand-chose, où on est là en se disant, mon Dieu, ça ne viendra jamais. Et parfois, ça ne vient pas, donc c'est très, très long. Quand c'est comme ça, on s'en veut, on est en train de se dire, je mets mon téléphone en mode avion. Essentiel, c'est très dur à faire, en fait. Donc, il y a les jours où je le mets en mode avion et j'écris, et il y a les jours où je ne le mets pas en mode avion et c'est plus compliqué. Mais voilà, il y a ces plages. Et oui, on le sait, ce rituel d'écriture est important. Je le sens parce que j'ai passé des périodes, et j'en suis peut-être même dans une là, où je n'ai pas ces rituels d'écriture. Et alors, de se dire qu'on est responsable et pas coupable, ça c'est ma grande phrase. Oui, mais je me sens quand même un peu coupable, parce que je me dis, je dois finir mon 2e manuscrit, j'en suis où, je ne sais pas, j'espère qu'on éditrice m'écoute pas, parce que je ne suis pas du tout prête. Mais
on le sait. Et en fait, c'est aussi un combat, ça. Voilà. Par contre, si pour vous, déjà, le rituel est établi, si vous avez voilà, ces moments à vous, vous savez. Alors, je parlais, avant, j'étais du soir, maintenant, je suis du matin, a priori, depuis plusieurs années. Je dis a priori maintenant parce que je trouve que je change, mais parce que quand vous êtes dans des changements de vie, j'en suis encore dans un changement de vie. Même si c'est une chouette vie, c'est encore il faut retrouver ses marques à chaque fois. Puis il y a le confinement, donc je ne peux plus aller dans les bistrots. Non, on m'a enlevé mon encre de ma plume. Comment je fais non. Donc voilà, et écrire chez moi, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, la maison où je suis est plutôt inspirante, donc je finis par y arriver. Mais après, il faut aussi combattre cette petite voix quand vous allez vous mettre en écriture qui dit ouais, mais tu n'as pas fait la lessive, ouais, puis tu devrais peut-être appeler Tata Jeannette, ouais, et puis en même temps. En fait, il y a plein de choses qui viennent vous confronter. Et c'est pas parce que. Alors, si, vous avez beaucoup de choses à faire, j'ai pas mal de choses à faire. Mais si on écoute bien ces petites voix, en fait, ce sont nos freins. C'est toutes les excuses qu'on va trouver pour ne pas écrire. Je peux vous assurer, je peux vous en filer quelques-uns si vous voulez, parce que quelques-unes, parce que j'en ai un paquet dans ma besace. Et ça, je le sens, je le sais. C'est un peu comme voilà, les personnes avec qui j'ai travaillé, ma correctrice littéraire qui m'avait dit, ou mon éditrice qui m'avait dit, Sophie, ton personnage, tu ne vas pas toucher là où ça fait mal. Et en fait, on a tous ces contournements, ces choses où on se dit, c'est faux. Alors, j'ai un mot pour ça, c'est pas moi, hein, c'est Thomas Dansembourg de la communication non violente qui disait, ça s'appelle de la stacosite. Stacose 2. D'accord. On a plein de stacoses. C'est à cause de mon mari, hein, si je ne peux pas écrire en même temps. Voilà, d'accord. C'est à cause de mon voisin, c'est à cause de mon chien, c'est à cause du temps, c'est à cause de mon ordinateur. Donc, on fait des crises de stacosite aiguë pour ne pas faire ce qu'on a à faire. Et bon, voilà, j'étais un peu la reine pour ça. Mais je sais qu'à chaque fois que je fais ça, je me pénalise. Personnellement, après, je ne sais pas si j'écris pas. J'ai l'impression de devoir redémarrer le tourniquet, là. Vous savez, ces tourniquets qui tournent là, quand on était jeune. On était jeunes, donc voilà. Et quand on arrive à lui donner une dynamique forte, donc ça, au départ, l'écriture, c'est un peu ça. Vous voyez, il faut donner des coups de patte pour que ça tourne. Voilà, on a des gens qui sont sur le tourniquet, donc c'est nos proches, ce sont nos personnages, il y a plein qui alourdissent ce tourniquet, mais on donne un coup de patte et on y va, on est motivé. Et le tourniquet se met à tourner. Et à un moment, en fait, si on ne redonne pas de coup de patte, si on s'arrête, si on se repose sur les lauriers, le tourniquet arrête. Et je trouve que quand on fait ça et qu'il s'arrête, c'est recommencer, le faire tourner. Et en fait, à chaque fois qu'on s'arrête dans l'écriture, on s'oblige, et c'est de plus en plus dur, je trouve, de casser ces rituels-là. Alors, personnellement, de nouveau, je ne parle qu'en mon nom. Quand je les laisse trop longtemps, quand je n'écris pas pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, oh là là, de devoir, parfois même plus, de devoir s'y remettre, c'est trop lourd. Je trouve que le prix à payer est trop fort. Donc, c'est vrai, j'adorerais avoir ce rituel constant. Et je crois vraiment en ça. Même si, je ne vais pas vous mentir, je ne le fais pas tout le temps, mais je crois en ça puissamment. Voilà. Après, dans nos vies, c'est pas toujours... je travaille encore à côté. Enfin, pas facile de se dégager du temps quand on a des métiers, quand on a une famille, des engagements à droite à gauche, c'est puis ce qui se passe et puis voilà, donc c'est pas si simple. Mais c'est le prix quelque part à payer. Alors c'est un bon prix, c'est quelque chose de bon parce que même si c'est douloureux parfois, quand on y va, c'est chouette quoi. C'est quelque chose qui vient progressivement. C'est vrai que le tourniquet, au début, est difficile à pousser, difficile à faire tourner. C'est pas évident de lui donner son rythme de croisière. Mais à force de prendre l'habitude de tourner ce tourniquet, de le pousser, c'est comme pour tout, on se muscle, on en prend l'habitude. Et puis, grâce à la régularité, alors il ne s'agit pas forcément d'essayer de faire absolument 6 heures d'écriture par jour tous les jours, parce qu'on a tous nos vies, on a tous nos occupations, des priorités, etc., nos activités professionnelles. Mais si vous prenez l'habitude de pousser le tourniquet le plus régulièrement possible, en tout cas, à force, il va devenir de moins en moins difficile à pousser. Ouais. Et à force, il va rester, comme le disait Sophie, il va rester dans sa dynamique, dans son entraînement, et vous allez rentrer de plus en plus facilement en écriture. Je trouve que c'est une très belle expression d'ailleurs, Sophie. Rentrer en écriture.
un ami éditeur, donc d'une grande maison d'édition de BD, c'est connu, c'est Bambou Édition. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué l'autre jour, parce qu'il attend aussi que je fasse des BD avec lui, le bonheur, j'ai dit j'arrive. C'est un ami d'enfance en fait. Et il m'a dit Sophie, les auteurs ou les dessinateurs avec qui je travaille, tous les jours, ils dessinent, ils écrivent, même s'ils jettent tout après. Tous les jours. Et donc, je l'entends et oui, tous les jours. Et même s'il faut tout jeter, mais c'est là où, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça hyper dur, quoi, d'écrire pour pas garder. C'est un combat, ça aussi. Donc, mais j'ai appris à le faire. Là, je sais que, pareil, hein, je continue ma propre progression. J'ai 3 ouvrages qui ont été publiés, mais pour autant, je me sens voilà, je ne sais pas si le mot débutante irait, mais en tous les cas, je me sens encore toute nouvelle. Enfin, j'ai la sensation qu'il faut remettre tout sur le tapis à chaque fois. Donc, je sens que je progresse encore sur pas mal de choses. Et je trouve juste triste, quand je vous parlais d'une écriture automatique, il y a beaucoup de personnes qui écrivent comme ça, où j'ai cette espèce de spontanéité d'écriture, où je la réfléchissais moins. Elle me manque un peu. Cette période-là et cette écriture-là, où ça tombait un peu comme ça, je ne sais même pas d'où ça venait parfois, ce sentiment d'écrire et d'être, vous allez me prendre pour je sais pas quoi, mais voilà, ça coule en fait, on se dit mais d'où ça vient en fait, et ça me manque un peu cette spontanéité d'écriture. Parfois je trouve que c'est plus douloureux, mais je pense que ça vient aussi d'une atmosphère j'ai une écriture qui est plutôt drôle normalement, légère. Voilà, je ne prétends pas à autre chose que d'émouvoir ou de faire rire. Et en fait, je trouve que depuis, et puis même avec ce que j'ai traversé, je trouvais que c'était difficile ce mélange de rire et d'émotions plus contrariées, plus confrontantes, c'était pas si simple. Donc parfois, je trouve que c'est moins spontané, quoi. Il y a plus de combats. Mais je reste persuadée, pour en revenir au tourniquet, que de le faire de manière régulière, ce combat, ça devient plus un combat, ça devient comme une danse en fait. C'est-à-dire que on sait les pas qu'on va faire et comment, et c'est plus simple. Donc, de parler avec vous aujourd'hui réactive en moi l'idée que je me dis, va aller faire ton rituel. Et donc, juste après, hein, je n'accueillerai pas mes visiteurs, je vais aller me mettre à écrire. C'est bien parce que comme ça, juste après, vous allez vous mettre à votre rituel et tout le monde va aller se mettre à son rituel d'écriture et commencer à pousser le tourniquet. Juste après l'interview, c'est obligatoire. Sophie, est-ce que vous avez des peurs d'écrivaine? Et si oui, lesquelles? Des peurs, des doutes? Ah bah oui, comme vous avez dû le comprendre, j'en ai à foison. Je peux vous en donner aussi quelques-uns si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est toujours une part de soi qu'on donne. La peur de la page blanche, je l'ai jamais trop eu avant, et là je trouve que ça vient. Mais ça doit venir avec l'enjeu d'avoir été publié. Je suis vraiment dans ces questionnements-là en fait. La peur de pardon, mais c'est vrai d'ennuyer les gens, en fait, de se dire, mais qu'est-ce qui va les intéresser dans ce que je suis en train de transmettre? Et c'est là où, quand on écrit une autofiction, mais il faut faire confiance à vos ressentis et vos émotions, en fait. Vous voyez, dans mon roman, il y a, sans déflorer, on en avait parlé, mais il y a un passage où le personnage, donc elle se sépare, hein, donc elle se rend compte qu'elle a des cornes d'antilope préhistorique, donc voilà, hein, voilà, ils se séparent. En tous les cas, c'est pas de sa décision dans le livre, mais et il fallait montrer un moment, enfin c'est pas qu'il fallait montrer, mais mon éditrice m'avait dit, Sophie, on la trouve, enfin, tu évites cette émotion de tristesse, tu n'y es, enfin, le personnage, on le ressent pas triste et effondré de ça. Et c'est vrai qu'au moment où j'écrivais ça, j'étais plus dans cette tristesse-là. J'avais mon cadeau caché qui est là en train de s'agiter autour de moi, d'ailleurs, qui était dans ma vie déjà. Et donc, et je me suis dit, mais
comment je vais partager ça avec les gens, et d'abord, il fallait me replonger dans cette émotion-là. Donc, c'est une vraie peur d'aller se confronter à soi, à ses émotions. Et comment je peux retranscrire ça au lecteur pour pas que, enfin voilà, pour que ça les touche aussi. Et je ne sais pas si j'ai réussi. Je pense que dans le livre, les gens sont touchés, ça résonne. À partir du moment où le lecteur vous dit, eh bien, je me suis retrouvée dans. C'est à la fois parler de soi et en même temps surtout essayer de s'oublier pour laisser la place au lecteur. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit, mais même si nos histoires sont différentes, on vit des choses qui résonnent fort, fort en nous. Et je me rappelle que ce moment d'écriture, je m'étais dit, j'essayais au départ de chercher quelque chose voilà, de parler de l'émotion de tristesse comme étant. Puis je me suis dit, non, qu'est-ce qui me rendait triste à l'époque? Qu'est-ce qui me touchait à ce moment-là réellement? Et vous savez quoi? Eh bien, si jamais vous lisez le livre un moment, je me suis revue. Alors, très bien, ça va être. Je me suis revue dans les allées du Monoprix à cette époque, où je faisais les courses. Ça venait d'arriver. Et j'étais avec mon panier. Et je ne savais pas faire les courses à ce moment-là. Parce que je savais plus ce qu'il fallait acheter. Je savais plus s'il fallait prendre 6 œufs ou 12 œufs. Je savais plus s'il fallait 4. Je me retrouvais avec une bouteille de whisky dans le truc. Je ne bois pas de whisky. Donc, en fait, et c'est au travers de ce moment de vie que j'ai estimé que c'était le plus juste à transmettre. Pour que les gens, les lecteurs ou ceux qui vivaient ces moments-là aussi, pour que ça puisse résonner. Donc, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire à trouver, c'était juste le moment juste pour moi. Tout un passage aussi où je parle, et ça a été écrit non pas pour le livre, mais ça a été écrit au moment où je vivais ce que je ressentais à ce moment-là, où je parle de tous les lieux où j'ai pleuré. De la fin d'une vie, en fait. Et donc, c'est une succession de lieux. Voilà. Les allées donc, du Monoprix, la place 76 du TGV, les toilettes d'une grande multinationale, voilà, sous une douche froide. Enfin, voilà, c'était. Et en fait, à partir du moment où on arrive à poser, où ça résonne, mais ça fait peur d'aller chercher ces moments-là. Donc voilà, les peurs sont celles déjà de se confronter à ses propres démons ou émotions. Et puis aussi la peur de. Enfin, moi, j'adore, je suis fan des gens qui ont un imaginaire de dingue. Donc, j'aime bien les autofictions parce que j'en écris pour le moment, mais j'avoue que je crois que je passerai encore un palier le jour où je ne sais même pas si je vais y arriver parce que je ne suis même pas sûre d'être capable, ni même finalement, on est tordu dans sa tête, si j'ai plus je connais dedans. Mais c'est vrai que cet imaginaire, j'ai peur de parfois manquer d'imagination. Et en fait, bon, a priori, c'est pas vrai ce qu'on me dit, mais après, voilà, c'est des peurs comme ça de se dire, bah, oui, mais est-ce que je vais ennuyer? Est-ce que je vais pas ennuyer? Est-ce que je vais avoir toujours de l'imagination? Est-ce que voilà. Après, bon, bah, faut les entendre, les peurs, faut les accepter. Faut les accueillir et se dire, bah, c'est comme ça, mais je vais y aller quand même. Je la prends par la main, puis j'y vais quand même, en fait. Il y avait une chose aussi que je voulais partager. Alors, on en avait discuté, mais j'ai écrit une liste de vœux. J'en ai fait dans mon premier livre, j'en parle pas mal. Ça s'appelle la liste des 101 je veux. Donc, à l'origine, c'est anglo-saxon. Ça s'appelle la liste des 101 buts et rêves. Et il y a 10 ans ou 15 ans de ça, quand j'ai commencé cette liste, on m'avait dit, tu marques tout ce qui te passe par la tête, tout, même des trucs complètement insensés. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, quand je l'ai mis plein de fois dans la liste 101, alors j'ai mis, je veux écrire des livres. Donc, au milieu de plein de choses, au milieu de je veux être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Donc ça, je savais que je ne pouvais pas la cocher, celle-ci, mais on m'avait dit que je pouvais la cocher, donc je l'avais mis quand même. Et en fait, j'avais mis, donc je vais écrire des livres, j'avais mis plus loin, genre caché quelque part, je veux écrire des best-sellers. Ensuite, j'avais mis, je veux être romancière, donc je l'avais mis plein de fois sous plein de formes différentes. Et cette liste, en fait, j'en parle régulièrement, puis dans les conférences aussi, parce que je l'ai encore avec moi. Et puis, des années après, donc le fameux je veux écrire des livres ou je veux être publié, etc., c'était quelque chose d'inaccessible. On m'avait dit que je pouvais rêver, je rêvais, je sortais le truc complètement dingue à l'époque, sur lequel je me suis dit je ne cocherai jamais, mais ce n'est pas grave. Et en fait, aujourd'hui, je peux commencer à cocher. C'est-à-dire, je veux écrire des livres, c'est fait. Je veux écrire des romans, c'est fait.
je vais être best-seller. Alors, j'en ai discuté avec mon éditrice. Elle m'a dit long-seller. Pour le moment, ça ira. Hein. Long-seller, ça veut dire sur la longueur. Et en fait, pourquoi je partage ça avec vous? Parce que quelque part, alors je sais pas, je crois en la puissance de ça. Alors, c'est pas la loi de l'attraction, enfin, si, c'est la loi de l'attraction, mais je crois surtout en notre cerveau qui, si on arrive à lui indiquer la direction, en disant coûte que coûte, voilà où on va aller, peu importe le temps que ça prend, hein, évidemment, peut-être qu'on maîtrise moins ça, mais à partir du moment où on concentre son énergie sur cet objectif-là, on a déjà fait un grand bout de chemin. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, jamais je pensais que j'allais les cocher. Pour de vrai, hein, je pensais simplement que j'avais mis un rêve dingue, comme être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Et aujourd'hui, je peux le cocher. La seule chose qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'on se dit, ouais, une fois que j'aurai publié mon premier livre, ça va être génial. Ben non. On a publié le premier livre, on y va, on s'y remet maintenant, il faut le deuxième. Hein. Et quand on a publié le deuxième, on se dit, c'est bon, là, on est bien. Non. Non, toujours pas. Et là, j'en suis à mon troisième, et il était à peine sorti, le sorti confiné, presque confiné, le 7 mars. Et mon éditrice m'a dit, bon alors, quoi? Le quatrième. Le quatrième. Ah, d'accord, on y va alors. Et en fait, voilà. C'est à la fois un immense bonheur et en même temps, non, on croit qu'on arrive quelque part, mais on continue. En fait, ça n'arrête jamais. Jamais. Et on remet les mêmes questions et les mêmes. Mais bon, c'est chouette quand même. Quoi. Sincèrement, c'est du bonheur quand même très, très fort. Quoi. Et c'est du bonheur à la lecture aussi, ça je peux vous l'assurer. Et personnellement, moi, je ne doute absolument pas de votre capacité à écrire un livre de fiction complète. Mais bon, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, vous savez qu'il y a la guilde des écrivains. Ah, mais complètement. Ah, il n'est pas dit qu'un jour, vous ne me voyez pas arriver en me disant… Vous savez où on est. En plus, je crois vraiment en ce que vous faites. Je trouve ça génial avec la passion, voilà, que vous avez, je trouve ça, mais c'est ultra chouette. Et d'ailleurs, je pense aux maisons d'édition qui proposent, toutes ne le proposent pas, je crois, qui proposent un accompagnement, parce que vous travaillez avec des maisons d'édition aussi, certaines maisons d'édition vont vous publier sans qu'il n'y ait de travail de refonte avec une… Alors, de refonte, attention. Oui. Jusqu'à présent, je touche du bois, on ne m'a pas changé les meubles de place. Je sais que c'est possible que dans certains retravails derrière, on doit bouger tous les meubles. Moi, j'ai vu la partie où on dit la couleur du mur en bleu, va peut-être falloir. Voilà. On ne va pas changer tous les meubles, on ne va pas faire déménager encore. Mais ce travail pour certains auteurs est extrêmement important. Et je me dis, mais c'est un cadeau c'est un cadeau de pouvoir être accompagné. C'est un cadeau que des gens puissent s'arrêter. Et vous êtes le cadeau aussi pour les auteurs parce que quelqu'un prend ce temps-là de poser ce regard, de ressentir, de vous accompagner, c'est bien le mot, hein, c'est comme un coach, pas un coach, mais un cocher, vous voyez, qui accompagne et qui éclaire certains endroits, et c'est à nous d'aller dans l'endroit qui a été éclairé, d'aller retravailler, et je trouve ça formidable. Donc, je sais que c'est pas tout le temps partout pareil, et que dans tous les cas, je suis fière de pouvoir partager ce travail avec les personnes avec lesquelles, jusqu'à présent, j'ai travaillé. En tout cas. Merci beaucoup, Sophie. Et puis bon, je pense qu'a priori, parmi ceux qui sont présents et qui sont en accompagnement individuel ou sur la guilde des écrivains, normalement, jusque-là, ils ont l'air plutôt contents. Ils arrivent à progresser dans la bonne direction. Donc, je viens de voir, je ne sais pas qui met, j'ai une petite phrase qui met du rouge de partout. Je ne sais pas qui a écrit, mais c'est vrai que c'est stressant par contre ça. Quand on voit arriver le truc, il y a du rouge, on ouvre et on voit des trucs de rouge de partout. On se dit, mais mon Dieu, quoi, qu'est-ce que je dois garder? Il est où le mot qui n'est pas changé? Et ça, c'est confrontant. C'est super confrontant. Mais cette confrontation, je ne vais pas vous cacher, Marjolaine, de temps en temps,
C'est vraiment confrontant. Mhm. Elle savait, hein, quand je grognais sur mon ordinateur. Voilà, c'était très expressif parfois. Je me disais, ah, mais non, mais je ne veux pas changer ça. Et on parle, me faire un café ou un machin, je vais dehors. Puis, oups, ça retombe. Puis moi, je me dis, ah, je vais y retourner. Parfois, c'est des avis qui se rencontrent et il faut savoir rester sur son idée de départ aussi. Mhm. Parfois, on est bien d'accord. Quand il y a ce On retravail est de bien fait, d'accord. c'est jamais imposé. Même Non. si elle rouge de partout, c'est jamais imposé. Par contre, voilà, je crois que plus, si vous êtes, si vous avez à travailler, voilà, en collaboration avec quelqu'un, avec une correctrice littéraire, faut garder aussi confiance dans ce que vous avez écrit. Et je crois que le duo se fait sur ça. Mhm. C'est-à-dire, je sais ce que je veux transmettre, je sais là où je veux aller. Il y a des choses que je n'ai pas vues comme ça, mais finalement, ça apporte, ça amplifie, ça renforce. Et puis, il y a d'autres temps où on va se dire, non, je sais, parce que je sais où je vais. Mhm. Voilà. Et ça, je ne veux pas le lâcher. Même si ça ne se voit pas tout de suite, je ne veux pas lâcher mon idée. Et Mhm. maintenant, pour le roman, il y a des scènes. Et ça a été, c'est là où je sais qu'après coup, une fois que c'est fait, on se dit, ah, mais tant mieux, enfin, c'était chouette et ça n'était pas facile, mais c'était sympa. Il y a des scènes, alors je parle de scènes parce que je suis très visuelle, il y a des chapitres dans mon ouvrage qui n'auraient pas été là si on ne m'avait pas demandé de les écrire. Mhm. Et en fait, par exemple, pour ceux qui l'ont lu, la scène de la radio, quand elle va en radio faire sa promo, Qui est magnifique d'ailleurs. elle explose. Alors, en vrai, j'ai vraiment vécu cette scène, mais évidemment, je n'ai pas explosé dans la vraie vie. Donc, l'écriture a été un vrai exutoire de la faire mais, péter un câble au micro. Oh mon Dieu, ça a été trop bon à faire. Mais à l'origine, au départ, elle n'y était pas, Mhm. cette scène. Elle n'y était pas. Ce chapitre n'était pas là. Et donc, on m'a demandé d'écrire. Pourquoi tu écris pas pourquoi tu passes à autre chose alors qu'elle part en radio? Et Mhm. donc, ça a été ce moment un peu confrontant en me disant, mais non. Et puis, en fait, j'ai pris un vrai plaisir à l'écrire, plutôt rigolo. Enfin, je l'ai tourné de manière un peu drôle. Et, euh, et voilà. Et c'est drôle parce que dans ma tête, c'était Laurent Petit-Guillaume qui était en face. Je ne sais pas si vous connaissez Mhm. j'ai été chroniqueuse un petit peu pour lui. Quand je sortais Cultiver votre bonheur, je l'avais en tête et je trouvais ça trop drôle de voir sa tête dans ma tête. Et voilà. Et ça a été une des scènes pour moi qui me fait sourire encore aujourd'hui. Et je me dis, bah, heureusement qu'on m'a demandé de la rajouter. Parce Mhm. que, donc, ce travail est nécessaire de regard extérieur, de bienveillance, voilà, d'envie de faire avancer la personne. Mais un bon relecteur, c'est effectivement quelqu'un qui ne va pas chercher à vous imposer quoi que ce soit, qui ne va pas chercher à vous emmener dans une direction qui n'est pas la vôtre, qui va vous écouter, qui va écouter quelle est votre intention pour votre lecteur, qu'est-ce que vous voulez partager de vous. C'est quelqu'un qui va proposer, qui va faire des suggestions, qui va peut-être éventuellement batailler un petit peu avec vous pour vous dire non, non, mais si, là vraiment, pour telle et telle raison, ce serait bien. Mais c'est quelqu'un qui doit pouvoir trouver le bon équilibre entre les propositions qu'il vous fait, même avec insistance pour certaines, sans non plus aller vous braquer. Alors, c'est bien quand ça peut être confrontant, parce qu'à certains moments, vous allez peut-être en avoir besoin, mais il faut pas non plus que la personne vous dépossède de votre Non. texte. Ne Ouais. prenez jamais l'avis de qui que ce soit, même un éditeur, un relecteur, un conseiller littéraire, je nous inclus dedans, hein. Ne prenez jamais l'avis de qui que ce soit pour parole d'évangile. Questionnez toujours les conseils qu'on vous donne par rapport à votre intention, par rapport à ce que vous dites de vous-même, par rapport à ce que vous voulez partager avec votre lecteur. Et comme le disait Sophie tout à l'heure, c'est un juste équilibre entre les deux, très subtil. C'est important que vous écoutiez aussi ces avis-là parce que vous n'écrivez pas pour vous tout seul, vous écrivez à l'attention de quelqu'un, d'un lecteur, d'un certain nombre de lecteurs, mais il ne s'agit pas d'écrire que pour les lecteurs. Il faut qu'à la base, vous ayez l'envie profonde, vous ayez quelque chose que vous vouliez partager, même si c'est quelque chose de complètement inventé, même si c'est, je ne sais pas, un sujet que vous ne connaissez pas du tout et que vous allez complètement explorer pour ce livre-là, peu importe. Mais ça part de vous. Dans tous les cas, ça part de vous. Donc, il est toujours important que vous questionniez ce point de départ quand un relecteur, un éditeur, un conseiller littéraire vous donne un avis.
Et n'hésitez pas à échanger avec la personne, à voilà, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'elle vous dit, à dire bah oui, mais moi je suis pas d'accord avec ce que vous me dites parce que moi j'avais telle et telle intention. Et la personne va vous répondre et les idées vont venir dans l'échange. Mais voilà, un bon lecteur, c'est ça normalement. Deux exemples très concrets de mon expérience personnelle. La première, c'est mon éditrice qui me dit, Sophie, donc les 2 premiers livres que j'ai écrits, et c'est vrai que quand je relis, parfois je me dis, oh là là, mon Dieu, quel envolé j'avais. Je faisais des phrases, des phrases de 50, 60 mots, 100 mots, enfin, on me prenait pour Balzac. Enfin bref, j'avais cette écriture très envolée, très, qui était parlée, mais en même temps. Et elle me dit, ben voilà, pour les romans, Sophie, il faut être, c'est des phrases plus courtes, c'est des choses plus, voilà, plus dans une dynamique. Et pour moi, ça a été dur de changer mon écriture. J'étais fâchée au départ. Je me suis dit, mais non, quoi. Ils vont pas m'enlever ma plume, la façon dont j'écris, et qui était une facilité à l'époque pour moi. Vraiment, ça partait comme ça. Et ça a été un travail de. Alors là, j'emploie le mot de refonte, c'est-à-dire réellement d'aller changer quelque chose. J'ai eu peur de ne pas réussir parce que j'ai eu peur de me perdre dans ce conseil-là et cette demande-là. Et finalement, non. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Donc ça a été un conseil qui a été plutôt réussi et qui était pourtant, là, on m'a bougé les meubles, hein, clairement. Il y a un conseil que je n'ai pas suivi là, peut-être à tort, on le verra, mais pour mon nouveau manuscrit, mon nouveau roman, j'ai décidé, alors je dis que je ne touche pas à la fiction, là cette fois-ci le personnage principal, parce que Rose Baron de mon premier roman, là c'est quand même le prénom de ma grand-mère maternelle et le nom de jeune fille de ma grand-mère paternelle. Donc c'était vraiment très ADN, hein, là je parlais, je m'inspirais réellement de ce que j'avais vécu. Le deuxième qui vient, il y aura évidemment des choses que j'ai vécues, mais j'ai pris le parti pour l'heure. Pourquoi? Parce que intuitivement, c'est venu comme ça. C'était comme ça. De ne pas employer le je, de partir sur un personnage masculin avec le il et avec des personnages. Alors peut-être que ça donnera un roman choral, je ne sais pas, mais en tous les cas avec des personnages qui viennent se greffer autour. Les premiers temps, quand j'ai commencé à me faire lire, qu'il ne faut pas faire, je me fais engueuler par ma fille, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à envoyer à droite à gauche et je crois que les personnes s'attendaient presque à une redite de ce que j'avais fait quelque part dans le roman qui leur avait tant plu, avec le jeu en tant que femme, où on peut se reconnaître, une quarantenaire, voilà. Et là, on me dit, mais c'est un homme déjà. Bah oui, c'est un homme. Voilà. Et donc, ça m'a bloqué un moment. Je me suis dit, mince, peut-être que je me trompe de direction. Peut-être que les gens vont être déçus. Peut-être que finalement, oui, ça va être compliqué de s'identifier à quelqu'un. En plus, il a une particularité, il a été greffé du cœur, etc. Donc, d'un seul coup, c'était plus ce qu'on connaissait au quotidien. Et ça m'a bloqué pendant un temps. Et après, je me suis intuition. Et mon intuition me disait à ce moment-là, si tu es parti comme ça aussi vite, si ce personnage est né d'un seul coup comme ça, il s'est imposé à toi, alors tu peux pas le trahir, tu peux pas aller te dire je vais transformer ça, je vais mettre une version féminine. Non, il est là, il existe, il est déjà présent. J'ai lu, alors je sais pas, c'était la première page, je sais plus le nom de l'écrivain, j'avais trouvé ça génial. C'était, pardon, hein, bonjour la référence, c'est-à-dire j'ai pas le nom, j'ai ni le nom du livre, ni de vous pouvez m'appeler hein, si vous avez des besoins comme ça, tout à fait. Et en fait, c'était sa première page, il parlait de la vie d'un écrivain et en fait, il expliquait que les personnages arrivaient dans un bus. Ils arrivent dans un bus et ils descendent du bus et après ils envahissent votre vie et ils partent plus. Et en fait, c'est un peu ça, je trouve ça. Et en fait, ils viennent squatter votre vie, votre tête, votre cœur. Vous êtes là, vous n'avez pas envie d'écrire, vous êtes en train de couper votre carotte là dans la cuisine et ils viennent s'imposer sur votre couteau. Là, vous les voyez, on tombe. Toi, là, j'ai autre chose à faire, je coupe ma carotte. Et en fait, mon personnage de ce futur roman, il s'est imposé. Donc, je n'ai pas suivi le conseil qu'on m'a donné. Je me suis dit, tant pis. C'est là où vraiment ça a pris tout son sens de me dire, je ne vais pas écrire pour les autres, je vais écrire tel que ça vient. Alors, je dis pour moi, je ne sais pas si c'est pour moi, mais en tous les cas, tel que je le ressens, et à faire partager des choses, peut-être que ça viendra ou pas. Et je lui ai fait relire plus tard avec d'autres chapitres. Et heureusement, parce que comme les personnages féminins sont arrivés après,
Mhm. Il m'a dit, oh, mais non, attends, c'est génial en fait, c'est super, c'est parfait. C'est ma sœur qui m'a dit ça. Alors, je voyais les lecteurs, mes yeux, c'est quand même parfois mes proches ou mes copines, voilà, qui se reconnaîtront. Mais et donc elle me dit, ah, non, non, mais c'est top, c'est génial. Et voilà. Et en fait, si je l'avais écouté, peut-être que je serais partie sur quelque chose qui n'était plus tout à fait juste, alors que peu de temps après, tout était raccord parce qu'elle avait de quoi ressentir et partager des émotions avec certains personnages féminins. Donc j'étais un peu soulagée de me dire non, bah c'est bon, ça va aller, ça va le faire, même si l'exercice, je trouve, de passer du jeu au il est un exercice de plus. Et donc une espèce d'étage à monter encore, de peut-être légitimité, je sais pas, parce que pour le moment, je me sens pas forcément légitime du tout dans mon métier. Je dis du bout des lèvres, j'ai mis sur LinkedIn, mais si vous saviez le temps que ça m'a pris de mettre romancière, je l'avais mis, je l'ai effacé. Non, quand même, quelle prétention, mes romancières. Ça m'a pris une demi-heure à papoter toute seule devant mon ordinateur, en me disant qu'est-ce que je fais. Alors, je remettais auteur. Donc voilà, je remettais auteur. Bon, et après, je n'ai plus ma case sur ma liste des 101 je veux, donc je me dis, oh, je vais remettre. En fait, c'est un combat perpétuel et je l'ai mis, et à chaque fois que je le vois, ça me pique l'œil en me disant, mais non, ça va pas la tête, non. Vous l'avez mis dans votre. Je l'ai mis partout. Partout. Et là, là, tout le monde le sait. Mais je ne sais pas si un jour voilà, c'est que je ne sais pas quand ça s'intégrera. Pour le moment, pour moi, je suis comme ça, avec mes yeux comme ça sur ce que font les autres. Voilà, mais c'est le chemin, en tous les cas. J'adorerais. Ce n'est que mon avis, mais est-ce que vous me permettez de vous le partager, Sophie? Mais je vous en prie. Est-ce que vous me permettez de considérer que vous êtes une romancière? Parce que moi, je trouve que vous êtes une romancière et moi, j'ai adoré votre roman. Eh bien, écoutez, je me dis qu'elle doit être bien, cette romancière. Celle qui est là-bas derrière. En tous les cas, ça me touche. Voilà. Venant de votre part, en plus, ça me touche particulièrement. Donc voilà. Après, j'ai du boulot encore, voilà, et tant mieux, Mais part. comme tout écrivain, en fait, tout écrivain passe sa vie à apprendre à écrire. Même quand il a publié, je ne sais pas combien de romans, on repart pas du début à chaque livre, mais bon, d'une certaine manière, si, on repart pour une nouvelle aventure. Tout à fait. Ce que je vous propose, il nous reste un tout petit peu de temps, je crois, si je ne me trompe pas. Ce que je vous propose, c'est de répondre aux questions de ceux qui sont présents. Donc, si vous avez des questions les uns les autres, je vous invite à vous signaler dans la fenêtre de conversation écrite pour qu'on puisse activer votre micro. Qui est-ce qui aurait… Oui ? Moi, j'avais une question. Je vois 84 conversations. Moi, je pourrais les voir, les conversations. Parce que j'ai vu passer avec un peu de bière. Alors, oui, vous pouvez cliquer sur le bouton converser en bas. Comme ça, vous pouvez les voir. On est bavard. Pas plus que moi, en tous les cas. Moi, je veux bien que vous soyez bavard avec moi. Et oui, avec grand plaisir. Si vous avez des questions, si je peux y répondre, ce sera avec le plus grand plaisir. Alors, qui est-ce qui souhaite poser des questions? Je regarde dans la conversation. Alors, Michel, on va réactiver ton micro. Michel Long. Bonjour. Quelques petites secondes. Qui reprend tout au départ. Je pense que c'est bon. C'est bon, Michel. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question, c'était de savoir combien de temps il s'était passé pour votre roman entre la fin de l'écriture et le moment où il était prêt à sortir et à être édité, c'est-à-dire pour les corrections, la mise au point, etc. Alors, c'est long, c'est très long. En fait, pour les trois, quasiment, c'est la même chose, à quelque chose près, en fait. Donc, je pense que ça doit être le temps, en tous les cas, dans ma maison d'édition nécessaire à partir. Alors, ça dépend si c'est le moment où je rends définitivement. Votre question, c'est est-ce qu'on le rend et on n'y touche plus, ou est-ce que, parce que là, pour le coup, il y a le moment où on le rend la première fois avant de refaire un travail demandé par la maison d'édition. C'est ce point de départ-là que je pense. D'accord. Il faut compter entre, je ne sais pas si c'est tout le temps pareil, entre 6 et 8 mois, jusqu'à le voir. Oui.
Vous voyez, là, près, oui. normalement, alors j'ai fait péter toutes les deadlines. J'aurais dû le rendre, le nouveau, alors déjà l'année dernière, donc bon, on peut dire que c'est plus une deadline là, à ce niveau-là, mais j'aurais dû le rendre là, je dois le rendre normalement fin mars. Bon, improbable. Il en est où? 6e chapitre. Donc, autant vous dire qu'il n'est pas rendu, hein, mais il est dans ma tête. Hein, mais bon. Et en fait, s'il avait été gardé pour 2021, alors je mets tout à l'imparfait parce que j'ai échangé avec mon éditrice, a priori maintenant c'est 2022, mais novembre. Il aurait pu sortir en novembre. Donc, vous voyez, mars, mais il y a toujours 2 mois, 2 mois et demi de retravail. En gros, en moyenne, ça a toujours été à peu près ça, 2 mois et demi de travail. Donc, compris dans ces, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ouais, 8 mois. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il arrive dans les rayons et dans les étals de magasins. Et ça, c'est quand ça se passe bien. C'est quand la route est là, et toute droite presque. Après, bon, c'est déjà bien, entre 6 et 8 mois. Ouais. Donc, à peu près, oui. je mets 3 ans pour écrire un livre. Autant vous dire que voilà. Jusqu'à présent, il est 2014, 2016 et 2020. Ah ouais, oui, c'était long entre les deux. Ouais. Entre 2016 et ouais, je crois que c'était ça et 2020. 4 ans pour sortir le nouveau. Oh, mais ça valait le coup. Alors, mon éditrice veut un livre par an, là, au bout de possible. Là. Mais c'est vrai que normalement, normalement, qu'est-ce que c'est ce normalement que je sors tout le temps? Et je vois certains auteurs, je ne sais pas comment ils font, hein, mais qui sont d'ailleurs plutôt reconnus pour certains, un par an. Je ne sais pas comment ils font. Pour le moment, c'est quelque chose, il me faut du temps pour maturer la chose. Il faut que. Alors, peut-être parce que, je ne sais pas si vous êtes dans une écriture qui vous touche parce que autobiographique quelque part, mais peut-être parce que j'ai écrit pendant que je vivais les choses. Donc c'est compliqué de vivre, d'écrire, de prendre du recul et d'avoir un regard sur ça. Peut-être que c'est pour ça. Mais voilà, 8 mois, Michel. Vous en êtes à ce moment-là? Alors, parce que Michel a son micro désactivé à nouveau. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé d'abord. Ouais. Et là, je comptais terminer. D'abord, je ne sais pas du tout ce que je dois en faire non plus. Je comptais terminer fin 2020. La dernière date, c'était mars-avril. Ouais. Aujourd'hui, ce serait plutôt juin-juillet. Ah ben voilà, bienvenue. C'est un peu comme un mirage. Ouais, non mais c'est. Ça, ouais, je pense juin-juillet, sans doute avant. Ouais. On sait que vous êtes quand même bien avancé. Voilà. Après, la mise alors, ça dépend. En plus, ça dépend en quel ouvrage. Si vous avez parce que mes premiers, par exemple, il y avait une illustratrice, donc Sophie Lambda, qui était vraiment très, très chouette. Donc, il faut aussi se coordonner avec l'illustratrice pour pouvoir rendre les choses. Et puis, bon, ce timing. Là, dans un roman, à part la couverture, alors sachez qu'on a peu de pouvoir. Ni sur le titre, ni sur la couverture, ni sur... ça, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert avec mon premier livre. Moi, je suis revenue en me disant, je vais choisir mon illustratrice. Jusqu'à présent, on a tout accepté de ce que j'ai demandé. Donc, je suis peut-être aussi... voilà. Mais j'ai été, par exemple, surprise de voir qu'à un moment, on m'a oublié, en fait, entre guillemets, dans la... En fait, j'ai reçu un mail en me disant, je ne sais plus quoi, sur la couverture. Et je ne savais même pas qu'ils avaient fait la couverture. Dans leur tête, c'était fait. J'avais déjà vu depuis longtemps et tout. Et donc, quand j'ai vu la couverture, les premières fois, c'est un peu confrontant parce qu'on se dit, c'est quand même important une couverture. Et pourquoi Donc, c'est pareil sur le titre. Il faut négocier son titre. Il faut... voilà, la 4e de couve, il y a des choses, ça nous appartient, mais ça nous appartient plus tant que ça après. Donc, c'est un peu perturbant parfois. La différence, c'est que pour l'instant, je ne me pose pas du tout la question de l'édition. Donc, qu'il soit édité ou pas, ce n'est pas encore vraiment le sujet. D'accord, ok. Et d'autre part, c'est extrêmement autobiographique, c'est-à-dire que la difficulté, c'est de retrouver les souvenirs précis, pas tout mélanger, sachant qu'après, l'idée, ce serait que
faut pas que l'autobiographie cite les noms réels parce que ce serait pas. Oui, c'est pas facile ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, faut transformer. Après, c'est un exercice confrontant et assez incroyable, je trouve. Moi, j'ai pas encore. J'ai travesti les choses, justement. Je trouve ça, oui, compliqué de travesti, mais parce qu'on a toujours peur de blesser, on a toujours peur, on amène notre vision des choses, mais il ne faut pas que ce soit un frein. Il faut y aller quand même. Quoi. Je sais, ça aussi, ça pouvait être des freins. Par exemple, dans mon nouveau manuscrit, j'ai un personnage, j'adore les prénoms de ma belle-mère et de sa sœur Pépette et Cocotte. Alors voilà, et je trouve ça, voilà. Donc d'abord nos poules, maintenant on les a appelées comme ça, hein, Morissette, Pépette et Cocotte. Mais Cocotte, en fait, je tenais vraiment à mettre ce nom sur un personnage féminin. Et en fait, le personnage n'est pas très sympa. Et donc je me suis dit, non, je ne veux pas l'appeler Cocotte, je la trouve trop sympa, moi, Cocotte. Donc en fait, c'est difficile parfois de ne pas lier la vraie vie avec ce qu'on est en train de faire, de se dédouaner du ressenti des autres et de ce qu'ils peuvent penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et si je dis ça comme ça, etc. C'est un combat. C'est un combat. Et pourtant, alors je suis peut-être mal placée pour le faire, enfin pour vous le transmettre, parce que parfois ça me freine encore, mais pourtant il ne faut pas s'en occuper. Il faut aller tracer sa route avec son propre ressenti et voir. Alors, sauf évidemment, je ne sais pas de quoi. Bon, voilà, si ça peut vraiment nuire à quelqu'un profondément, il faut savoir pourquoi on le fait dans ces cas-là et quel est l'objectif final. Mais sinon, il faut pas réfléchir tout de suite aux conséquences de ce qu'on écrit. Il faut y aller. Et puis, mais c'est dans les deux sens. Voilà, mon personnage n'a rien à voir avec Cocotte, mais le fait de me dire, oh, il n'est pas très cool ce personnage, j'avais plus envie de mettre ce prénom. Il y avait Leïla aussi qui avait une question. Donc, oui. Leïla, on va réactiver votre micro. Alors, juste une petite seconde. Oui. C'est bon. Oui. Bonjour Marjolaine. Bonjour Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour à tous. Merci, en tout cas, Sophie, vous êtes très inspirante et pleine d'énergie. Ça donne envie d'écrire, ça donne envie de se lancer. Bah alors j'ai réussi. Alors, si c'est tout ce que je veux transmettre, c'est ça, quoi. Je vous donne. On s'échange nos forces, vous m'en donnez et je vous en donne. Donc, merci en tout cas. Je voulais rebondir sur le fait que vous disiez tout à l'heure, en fait, donc parfois, ces étapes où on sort de la douche, on a plein d'idées, on est inspiré, et du coup, on se lance sur sa feuille et on écrit pendant des heures. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive beaucoup. Je suis vraiment débutante, mais en ce moment, c'est vraiment par phase comme ça. Et du coup, je me retrouve avec plein de pages. Et comment faire pour reprendre tout ça? Parce que sur le coup, il y a plein de choses qui se lancent. Et au bout de quelques semaines, j'arrive plus à reprendre le fil. Comment reprendre en fait ce bout-là? Ça dépend. Je sais que moi j'ai besoin d'un cadre. Par exemple, à l'époque où je faisais, enfin, je dis à l'époque, quand on parle de la douche, c'est parce que je me revois sortir de ma douche là en courant. J'avais un blog en fait. J'avais un cadre qui était celui du blog. Donc ça. Là, vous me voyez. Ça a été tout à l'heure. Je voyais pas. Donc en fait. Je savais que j'allais transmettre ce que j'étais en train d'écrire sous une forme de chronique. Donc, la majorité du temps, c'était ça. Même si pendant très, très longtemps, j'écrivais, même toute jeune, j'écrivais des cahiers, des cahiers, des cahiers. D'ailleurs, j'étais très malheureuse, j'en ai perdu un dans un train. Oh, c'était horrible parce que j'écrivais à la plume en plus à l'époque. Non, mais bon, j'étais au flore, on va à la bobo parisienne pour écrire mes trucs sur mes cahiers au flore. Mais là, donc, toutes ces dernières années, il me fallait un cadre. Donc, ce que j'écrivais ce qui me venait était toujours de la matière à transformer en chronique à un moment ou à un autre. Si ça me plaisait et puis que j'avais envie de le partager, parce que sur le moment, on peut avoir des choses qu'on n'a pas du tout envie de partager. Et j'ai écrit donc, dans ce blog qui s'appelle Concentré de bonheur. Maintenant, j'y vais un petit peu moins depuis pas mal de temps. Mais je ne savais pas à l'époque que ce que j'écrivais là allait me servir pour mes ouvrages après. Je ne l'ai pas calculé du tout comme ça. Je ne me suis pas dit, je vais écrire des chroniques et puis un jour, je m'en servirai. Mais c'est que cette matière, elle était sympa, elle était intéressante. Il y avait des choses à transmettre à ce moment-là. Alors, il fallait peut-être réécrire parfois 2-3 trucs. Mais plus tard, je pouvais revenir et me dire,
ah, mais ça, c'est génial, mais c'est ça que je veux faire passer. Et donc, ce n'était pas perdu. Mais je ne sais pas, je suis comme vous, les nombreux cahiers commencés ou les idées numéro 1, idée numéro 3, idée numéro 154 000 qu'il y a sur mon ordinateur avec mon Word, là, je sais qu'ils sont là, Leïla, vous voyez, ils sont là. Et c'est pas grave si on n'en fait rien tout de suite. Parfois, j'ai des livres, je vous dis, j'écrivais sur tout et n'importe quoi. Je faisais mon sport à Paris, là, j'entendais des conversations, j'étais touchée par des choses en colère, et je les notais partout. Et parfois, je réouvre des endroits et je tombe sur des textes que j'ai marqués, enfin que j'ai écrits, pardon, et je me dis, ah, mais oui, ils sont là, ils vous attendent. Peut-être pour rien, et puis peut-être qu'à un moment, je crois beaucoup à l'instant, à la synchronicité des choses. Voilà. Et cette synchronicité, c'est quoi? C'est comme un livre qu'on va tirer à un moment ou qu'on va acheter, qu'on va placer dans sa bibliothèque, c'est pas l'heure de le lire. Et puis, 3 ans après, on va tomber dessus. Ce 3 ans qu'il est là, tout poussiéreux, on va le prendre et bing, c'était celui qu'il nous fallait à ce moment-là. Ben, dans les écrits, ce que vous faites, gardez-le précieusement. Vraiment. N'essayez pas de le transformer tout de suite. Mais par contre, je ne sais pas, vous avez un cadre, vous avez quoi? Vous écrivez sur un livre, enfin pour un livre, d'un manuscrit, vous avez ou c'est juste comme ça pour le moment, c'est juste tout ce qui vous vient. Et bien cette matière-là, dites-vous, même s'il n'y a pas de cadre, cette matière-là attend son cadre. D'accord. Voilà. Et à vous de ressentir par quel biais, si c'est pour écrire un manuscrit, un roman, des nouvelles, un blog, ou même ne serait-ce que sur les, je sais pas, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a il y a pas mal de façons de s'exprimer. Le tout étant de passer le pas de se faire lire par les autres. Voilà. Même un texte, j'en sais rien, moi sur Facebook, ça reste un texte partagé, un échange, voilà, et forcément un regard posé sur ce qu'on écrit et donc une mise à nu. Et c'est déjà ça et c'est chouette. Moi, je suis très friande de lire, voilà, l'inspiration des personnes et ce partage-là. Après, vous pouvez pendant un certain temps tout garder pour vous, mais c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'on a besoin de... Voilà, c'est infini. Il y a de la place pour tout le monde. Ne vous posez jamais la question. Enfin, il faut couper. Je sais qu'on se la pose en disant, mais bon, tout le monde a déjà tout fait. On s'en fiche, mais on s'en fiche complètement. On coupe Rosita, moi je l'appelle la voix. On la coupe et on se dit, on y va. Voilà. Et parfois, ça va toucher. Alors évidemment, on a envie de toucher le plus grand nombre de personnes quand on va décider d'offrir ses écrits. Mais déjà, des échanges, je sais que quand on touche certaines personnes, 1, 2, 3, 10 personnes, et qu'on vient nous envoyer des petits messages en disant « Oh là là, ça a résonné », c'est déjà un don. C'est déjà quelque chose. Ces mots-là ont été posés sur MAUX, que ça les a aidés à un moment, et c'est juste ça, c'est déjà top, quoi. Donc n'arrêtez pas, laissez couler le flot. C'est comme, enfin, je sais pas comment les autres commencent, mais moi c'était ça. C'était une. Alors, tout au début, avant mes 15 années d'arrêt total, donc j'étais attachée de presse pour les personnes, pour les autres artistes. C'était aussi une façon de se mettre dans l'ombre. Je faisais les cours Florent quand j'avais une vingtaine d'années, et on avait été avec mes amis du cours Florent dans un truc de voyance. Et j'étais la seule qui était tombée face à une voyante qui avait dit ah, mais vous, non, mais je ne vous vois pas dans la lumière. J'avais été déprimée, je peux vous le dire, ça m'avait tenu un bon bout de temps. Non, vous êtes derrière, dans l'ombre. Oh la vache. Ça m'a appris, mais ça avait contribué au même moment à mon arrêt. Et pourtant, à l'époque, j'écrivais des nouvelles, des chansons, des poèmes. J'avais écrit en une nuit une comédie musicale sur les chansons sur les personnages des chansons de Charles Aznavour. Alors bon, je ne saurais jamais si ça avait un intérêt ou pas. En tous les cas, ça avait quand même un petit peu, ça avait intéressé 2-3 personnes. Et donc voilà,
tout ce flot qui devait sortir. Alors là, ça sortait tout en vrac, hein, mais bon, voilà, ça sortait quand même. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était que pour moi et mes proches. Et donc à un moment, quand cette mise en avant, cette mise en lumière, elle est compliquée à passer parce que ça veut dire que, avec toutes les croyances qu'on peut avoir sur soi, voilà, ça a été un frein clair. Ça m'a mis à l'arrêt avec la plume à connaître, là, avec le rouge qu'il y avait partout aussi à cette époque. Et je ne sais pas si je dois le regretter, mais 15 ans, c'est long quand même de s'être arrêté, de ne pas avoir osé, de ne pas aller au bout de ça. Et je savais que c'était en moi. Donc, je vous fais juste rapidement la petite anecdote parce qu'on partait en vacances en fait, avec mon mari et ma fille, mes ex-belles-filles, etc. Et en fait, je leur avais dit, je vais vous organiser une grande chasse au trésor, donc là où on était. Et je leur dis, attendez, je vais écrire une petite histoire comme ça pour la chasse au trésor, c'est plus rigolo. Ça m'a pris la matinée entière. Mais les gamines, elles venaient me voir en me disant, mais c'est quand qu'on commence le jeu? Attendez, je n'ai pas fini. J'étais en train d'écrire. C'était plus fort que moi. Je venais d'ouvrir un tout petit peu le capuchon, là, et c'était tout. Et donc, voilà. Donc, ce flot doit sortir. Et puis, à un moment, cette matière, c'est de la matière vivante qui va prendre forme à un moment ou à un autre. Voilà. Vous savez peut-être pas, ça va être la surprise et on en reparlera peut-être à un moment. Vous allez dire, ah bah oui, voilà, j'ai trouvé le sillon, la forme, le cadre. Et voilà, des autorisations à se donner, des verrous à faire sauter, puis après, tout ça, c'est plus fort que vous, a priori. Donc pourquoi le contrôler? Après, c'est vrai que c'est désespérant. Des fois, quand on voit tous ces cahiers, on ne sait plus où donner de la tête. On se dit, mais bon sang, par où je commence? Y retourner de temps en temps. Et puis je crois qu'il y a une logique quand même dans tout ça, déjà. Merci. Juste un petit message qu'a déposé Pierre-Alexandre dans la conversation. Quelle ironie qu'une voyante conseille d'aller dans l'ombre. Oh, j'adore. Ah, je suis fan. Ah oui, ça m'a pris. Vous savez quoi? On était dessus, vraiment, pendant toute ma carrière. Donc, de comédienne, je suis passée dans l'ombre, hein, donc attachée de presse, donc celle qui met en lumière les artistes, voilà. Et en tant que coach, après, je continuais parce que quand on me demandait, mais coach, c'est quoi? Je disais, voilà, j'ai comme une petite lumière et puis j'éclaire le chemin des personnes que j'accompagne et elles avancent et elles vont regarder. Et cette espèce de poursuite de lumière et tout était tout le temps, j'étais toujours dans l'ombre. Et à un moment, je me suis dit, bon, allez, est-ce que je peux passer devant? À quel moment je peux y aller? Mais je regrette vraiment de. En fait, ce qu'elle m'a dit, on appelle ça une flèche empoisonnée, c'est-à-dire, plus jamais j'ai été voir de voyante après ça. Alors, par contre, je ne suis pas contre du tout, hein, c'est pas ça, mais je me suis dit, terminé, hein, maintenant, on fait comme on veut. Mais on va prendre ce qui nous arrange comme critique aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, ça m'a permis de me dédouaner du fait d'être dans la lumière. Ah bah, on m'a dit que je n'étais pas faite pour être dans la lumière, donc je ne dois pas y être. En fait. Donc, je dois être derrière et laisser les autres écrire et laisser les autres être comédiens. Et moi, je suis. Et malheureusement pour moi, c'est quand j'étais attachée de presse, j'ai eu des confirmations de ça. Je me rappelle, j'étais attachée de presse pour Virginie Hoc, donc une amie, je ne sais pas si vous la connaissez, mais voilà, une amie très proche. Et en fait, on avait été faire une séance photo en Belgique et on était sur la photo avec elle. Et le photographe, donc on était 5 ou 6 filles hein, quand même. Et il me montre comme ça, il dit, mais elle ne prend pas la lumière, elle. Hein Bon, c'est bon, je sais, hein, je suis derrière. Et en fait, voilà. Et bon, il s'est passé tout cela de temps, mais quand on doit écrire finalement au bout du compte, ça revient. Ça revient. Et en fait, à un moment, c'est plus fort que nous. Et là, par contre, pas 2 fois la même erreur. Voilà. Non. On tire des leçons aussi et on se dit, c'est bon, on verra, mais j'y vais, quoi. J'y vais. Quand le besoin est impérieux, en plus, c'est important. J'ai un petit message rapide à vous lire qui a été déposé par Rodriguez, qui l'a envoyé par erreur en message privé à quelqu'un, à un participant. Votre histoire me touche beaucoup, Sophie. Je vous remercie de votre témoignage. Ça résonne beaucoup par rapport à l'écriture de mon roman.
Oh, merci. Ça vous toucherait. Oui, oui, forcément, ça me touche, mais ça m'émeut, ça me touche. Et, voilà, on a besoin de ces échanges aussi pour se dire, on n'est pas tout seul, on est sur la même île pour le moment, et puis de temps en temps, il y en a un qui s'échappe de l'île, mais voilà, on n'est pas tout seul. Et ce qu'on ressent, et je le redis, avec notre unicité, avec notre particularité, notre histoire qui est unique, en fait, eh bien, on partage des choses communes. Et notamment, voilà. C'est pour ça que je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. J'avoue que j'aurais bien aimé en partager comme ça dans les débuts. Peut-être que je n'aurais pas... J'aurais gardé la lumière, comme ça, je vais garder la poursuite. Voilà. Mais c'était anonyme, c'était plus particulier. Et là, non, on se voit, on échange. Et on a besoin de vous, en fait. Moi, je crois que l'écriture, on a besoin de ces histoires, de ces moments de vie, de cet imaginaire. Il y a une place infinie pour ça. Donc, bienvenue à tous. Est-ce que vous avez le temps pour une toute dernière question, Oui, Sophie? Oui. Vous m'aviez dit 17h, je vous avais dit. Mais mes voyageurs vont arriver. Je sais, c'est pour ça que je demande. Les feux vont arriver avant, mais bon, a priori, ils ne sont pas pressés. Est là, donc. Alors, pour ceux qui ont lu le livre, Tom est là, pas très loin. Parce que, il existe. Donc, alors, mon imaginaire étant très, très fort, le personnage Tom, dans la vraie vie, s'appelle Thomas. Donc, vous voyez, j'ai un imaginaire qui est un truc de fou. Mais pour la petite histoire, quand même, juste avant, c'est que ce qui a été magique avec ce roman, je vous l'ai dit, je l'ai écrit en même temps, c'est que alors vous allez me dire, ça y est, la voyante qui est dans la lumière maintenant, mais c'est que j'ai écrit des choses qui sont arrivées après. Mais pas parce que je les avais écrites. C'est qu'en fait, au tout début, le pitch était déjà là du livre, et donc c'était la fameuse experte en bonheur qui est malheureuse et qui allait retrouver son premier amour d'enfance. C'était le pitch. Tom, il s'appelait déjà à l'époque. Et je peux vous assurer qu'au moment où j'écris ça à l'époque, je ne pense pas forcément à Thomas à ce moment. Enfin, si quelque part, ce n'est pas possible autrement, puisque voilà. Mais, et en fait, 1 an et demi, 2 ans après, je ne sais plus trop dans le temps, mon éditrice me courait après en me disant, alors, t'en es où? Et en fait, il s'est passé tellement de choses, c'est-à-dire à la fois difficile, je perdais encore des personnes, j'en ai perdu vraiment. C'était très, très violent. Et donc j'étais encore dans le deuil et dans la perte de personnes de maladie. Et Thomas qui est arrivé dans ma vie. Et donc, au moment où elle m'appelle, elle me dit, bon, alors, t'en es où? Et je lui dis, écoute, là, pour le moment, c'est compliqué d'écrire parce que je suis trop dans quelque chose qui est trop dur et en même temps très beau parce que, figure-toi, j'ai retrouvé une relance. Il y a eu un blanc et elle me dit, tu l'écris ou tu le vis, ton bouquin? Je lui dis, quoi? Et en fait, d'un coup, ça me venait que j'étais en train de vivre ce que j'avais écrit quelque temps avant. Et je trouve ça magique parce que ce livre, en fait, plus le temps passe, plus il y a des choses qui se passent, mais qui sont, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est un petit côté magique, c'est-à-dire, je dis, mais tiens, mais ça, je l'avais prévu. La bande, elle se prend une grippe monstrueuse, on lui interdit de voir ses proches. J'écris ça en 2018. En 2020, elle se retrouve confinée. Je ne savais même pas qu'on allait être confiné un jour. Donc voilà. J'arrive. Bavarde. Donc je dis, je bavarde. Question. Oui, mais c'est un bonheur, Sophie. Une question. Alors, la personne qui l'a posée, c'est moi qui vais vous lire la question parce qu'elle a dû partir, mais je sais qu'elle écoutera le replay. Donc, elle aura la réponse à sa question. Qu'est-ce qui vous a permis de remettre un coup de boost quand vous aviez tendance à lâcher prise sur votre roman, quand vous aviez ces moments où ça avait du mal à sortir, où c'était difficile? Alors, déjà, engagez-vous. C'est-à-dire que, alors ça, j'en parle aussi dans les autres bouquins, mais c'est-à-dire que je parle de ce que je veux faire. Alors, c'est-à-dire, je ne sais plus qui a dit, Tal Ben-Shahar a dit, je crois que c'est lui, a dit, donc, pareil, expert en psychologie positive, il a dit, jetez votre sac par-dessus le mur. Comme ça, vous êtes obligé d'aller le chercher. Déjà, la première chose, dites, je vais écrire un roman, je vais être publié et je vais poser le cadre, dites-le autour de vous parce que déjà, ça vous engage quelque part. Ça vous oblige. Et puis, comme on est un peu, on se dit, maintenant que je me suis engagée, il faut que j'aille oser le dire. Oser dire, voilà mon objectif. Donc ça, c'est la première chose. Donc,
le fait de le dire, quand on a des coups de boost, des coups de mou, pardon, il y a des moments où on se dit, ouais, mais c'est bon, je me suis engagée, donc il faut que j'y aille, quoi. Et une chose très concrète aussi, c'est à ma maison d'édition, je leur demandais toujours de signer les contrats pour avoir une deadline. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire ce que je ne fais pas, c'est que je n'ai pas demandé de contrat pour le moment. Je me suis dit, oh, allez, on va prendre du temps. Et en fait, c'est peut-être une erreur parce que le cadre temporel est extrêmement important. Pour qu'un objectif puisse s'atteindre, il faut avoir un timer quelque part, il faut avoir la deadline pour pouvoir, même si on l'a fait reculer après, mais pour avancer. Et puis, ce qui me motive à chaque fois que je suis en bas, c'est de me dire, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Je me suis toujours vue depuis toute petite. Enfin, c'est mon rêve, quoi. Alors, je me voyais, dans mon rêve, je me voyais vieille, avec une vieille machine, une Remington, ou je ne sais pas quoi, là, à écrire. Au bord de la mer, en Bretagne, j'avais une image, non pas en Bretagne, dans le sud, j'avais une image voilà, très, très forte et c'est un rêve de petite fille. Ouais, j'aime beaucoup Agatha Christie, j'aime beaucoup, voilà, et donc, quand j'ai un petit coup de mou, je me dis non, tu n'as pas le droit. Tu y es là, donc non, tu y vas, tu y vas, tu y vas. Et c'est le rêve, en fait, c'est ça qui permet de continuer, de se dire c'est dommage, quoi. C'est dommage d'être un pied sur la ligne d'arrivée et puis de ne pas passer la ligne. Et surtout si on ressent et qu'on a envie de partager des choses. Après, il faut à la fois viser loin, 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 rêver fort, en vivre. Il ne faut pas écouter les gens qui disent mais tu n'en vivras jamais. C'est vrai, on n'en vit pas pour le moment. Mais on s'en fiche parce qu'il y a un moment peut-être que c'est possible. Donc il faut rêver très fort. Et en même temps, voilà, c'est du travail quotidien. Donc, pour arriver à rêver très fort et à ce que ça fonctionne, faut travailler. Donc, il faut y aller. Donc, il y a des moments où... Puis, l'entourage est important. Je ne sais pas pour vous, mais mon entourage, là, en tous les cas actuels, facilite la vie très, très fort. Voilà. Et ils font des gros efforts pour ça, parce que je vous ai dit que je ne me mettais pas en bulle, quoi que ce soit, mais quand je dois m'y mettre, je m'y mets. Et à ce moment-là, je coupe mon portable, j'explique à mes parents, à ma fille, à mes sœurs, à mes beaux-fils, que entre midi et 2, je suis joignable, et encore pas souvent et pas tout le temps, et qu'en dehors de ça, il ne faut pas m'appeler la journée. Donc, c'est des sacrifices pour les gens. Mais ma petite tribu, là, ils savent que les derniers moments d'écriture, il y a une chose que je n'ai pas partagée avec vous, mais que j'ai faite. Alors, pas sur le roman, je ne sais plus, mais sur les 2 premiers, je me suis isolée, je l'ai fait, si. Je me suis autorisée à m'isoler, à me couper du monde, pour le cas avant de terminer, et d'aller dans des endroits inspirants, et pendant 10 jours. Alors, c'était soit au début, soit au milieu de l'écriture, soit à la toute fin. Et donc, c'était à chaque fois une semaine à 10 jours. Alors, voilà, la dernière fois, c'était pas beaucoup, c'était quelques jours, un peu moins d'une semaine, mais où on est tout à son écriture. Voilà. Si on peut le faire, c'est très très sympa. Voilà. Et c'était un grand moment. Et là, pour le coup, on n'est là pas pour se balader, pour aller prendre des photos, machin. On est là pour écrire. Donc j'en avais mal aux fesses en fait. Pardon, mais j'ai ton siège des endroits un petit peu sympas, mais je ne bougeais pas de mon siège et j'écrivais. Voilà. Et ça, c'est bien fait. Alors, je n'étais pas en résidence, mais en tous les cas, c'était comme une résidence, quoi. Et voilà. Sophie, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça a été très inspirant pour tout le monde. Je vois des têtes qui se hochent à l'écran. Merci à vous. Merci. J'aurais envie de vous entendre aussi. Mais bon, et je suis sur les réseaux. N'hésitez pas à venir me chercher aussi. Donc, Instagram, Facebook, tout ça. Sophie Machaut. Donc, je pense que vous me trouverez. Puis, il doit y avoir le lien, je pense, quelque part. Marjolaine, merci. Stéphane, merci. Je ne vous vois pas, mais grand merci. Merci à vous. À vous tous aussi d'avoir pris ce temps merci. de partage. Merci, et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on y va, moi je veux voir, parce que j'ai vos Pierre-Alexandre, je vois vos prénoms quand même. Je veux vous voir. On est plus discret, c'est bon.
Oui, mais moi, ça y est, il faut sortir de l'ombre maintenant, hein, Pierre-Alexandre. Non, la voyante a dit. Excellent, hein, quand même. Enfin, moi, je veux bien une petite bière de vin partagée autour de vos livres et de vos ouvrages. Et voilà, vraiment, faites couler l'encre. Voilà, on en a besoin. Merci beaucoup. Du coup, on vous libère parce que je sais que vous avez un timing très, très serré. On vient de lâcher mon carlin, là, donc c'est le signal où Il faut y aller, là. on va y aller maintenant. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui souhaitent rester, qui ont besoin d'informations sur la Guilde des écrivains, je reste encore un peu quelques minutes si vous avez besoin de poser des questions. Voilà, donc je vous dis au revoir Sophie, à très bientôt, merci encore. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.